Tu gères la mise en truc. Qu'est-ce que c'est énervant pour les gens qui viennent à l'heure quand les gens ne viennent pas à l'heure? Et moi, comme je suis dans le cadre de ceux qui viennent jamais à l'heure, peut-être tu peux comprendre un peu maintenant. Tu peux un peu mieux comprendre. Et si on attend un peu que la salle se remplisse pour commencer, Razak. Alors ceux qui ont pas, ils ont le droit de demander des arrages. Déjà, messieurs, il y en a assez pour tout le monde. Il change le texte. J'ai déjà mangé un petit bout chez moi. C'est les pizzas d'en face. Shalom Aleichem tout le monde. Là c'est bien cadré, tu gères le cadrage. Bon, on va entre-temps dire quelques devants Torah. Ah bah ouais. Ah oui, comme ça au moins vous rentabilisez. Ah bah ouais. C'est bon. שבט פסח פוסק, כלומר נותן את השבטה, פוסק מלהזכיר ללמוד ישרים. Ah oui, ça va ensemble, oui, parce qu'après ça, quand on fait tout Natal, on arrête beaucoup nos enfants dans les années. Pour lui, ça devient C'est parti de chez Martin. Explique-moi Rachid. אישה שפוסק מלשון, La semaine dernière, on a dit Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin, les divrei Torah de Shabbat, c'était pas mal, pas déjà. Donc le cours, il est pour la Refoua Shlema de Meron Mendel Chai, Ben Tzipora. Que Bezrat Hashem, il va avoir une bonne Refoua Shlema, une bonne chose, Bezrat Hashem. Et qui va amener le bonheur de ses parents, parce que c'est un petit enfant. Et que la Kadosh Baruch Hu continue à le couvrir de miracles. Amen. Tout à fait jusqu'à maintenant. Chazak. Alors, la semaine dernière, on a vu pas mal de choses. Et une des choses qu'on a vu dans la paracha de la semaine, c'est l'importance d'étudier la Torah. Alors, je répète un peu ce qu'on a dit le Shabbat matin. Et on avait dit que dans la paracha de Bechukotai, nous avons les 44 malédictions, c'est-à-dire le contraire de bénédiction. Si Ben Israël ne se comporte pas bien, etc., etc. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il fait s'il ne se comporte pas bien? Et tout ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, ça a été accompli dans le premier Beth Amikdash. Et nous avons le duplicata de la paracha de la semaine dans parachat Kitavo. Alors j'explique. On lit la paracha de la semaine. Rabbi Yoshua un peu moins fort. Rabbi Yoshua un peu moins fort. Non mais Chazak avec la Simcha. Alors, on lit tout le temps la paracha de Bechukotai qui parle des contraires des bénédictions avant Shavuot, et la paracha de Kitavo qui parle aussi des contraires des bénédictions mais à un niveau supérieur avant Rosh Hashanah. Et en vérité, pourquoi? Parce que dans les deux cas, on doit se rappeler qu'on doit faire tchouva et qu'on doit s'améliorer, tout ça. Alors maintenant, on a vu une chose très particulière. Il y a marqué que toutes les mitzvot, toutes les brachot qu'on va avoir dans la vie, elles vont dépendre de l'étude de la Torah. C'est marrant ça. Pourquoi l'étude de la Torah? Pourquoi va dépendre de l'étude de la Torah? Et pas seulement ça, parce qu'il y a marqué tout à l'heure de la paracha, si vous allez aller dans mes mitzvot, dans mon étude de la Torah, vet mishpatai tishmeru, et que vous allez faire les mitzvot. Donc en fin de compte, qu'est-ce que Hachem il a dit? Il a dit d'abord l'étude de la Torah et après les mitzvot. Et on avait fait remarquer il y a quelque temps que c'était quand même assez particulier. Pourquoi? Parce que pour recevoir la Torah, il fallait dire d'abord Naaseh, Venishma.
nous ferons et nous étudierons. Donc on avait deux conditions, et sur les deux conditions, on a la première qui est l'étude, la première qui est l'accomplissement, et après on a la deuxième qui est l'étude. Par contre, pour la réception des bénédictions, c'est d'abord l'étude, et après l'accomplissement des mitzvot. Si vous allez étudier la Torah et vous allez faire les mitzvot. Alors là, on ne comprend pas. Pour recevoir la Torah, la priorité, c'est d'accepter de faire. Pour recevoir les bénédictions, la priorité, c'est d'étudier la Torah. C'est quoi la logique? Ok? Donc on a expliqué Shabbat. Et en plus de cela, on voit que dans les contraires des bénédictions que Hachem nous donne, on a vu que Hachem, il a été tellement en colère, c'est qu'il dit, surtout dans Parashat Kitavo, il dit « Je vais me réjouir à vous faire du mal, autant que je me suis réjoui à vous faire du bien. » On voit qu'il y a une sensation de sentiment, de vengeance. C'est pas juste, comme par exemple un patron, il a dit « Voilà, si vous faites ça, je vous donne tel et tel cadeau. Et si vous ne faites pas, ou je vous punis, tout ça. » Le patron il reste installé dans son fauteuil, il donne les primes et il enlève du salaire ou n'importe quoi, mais il reste calme, quoi. Il n'est pas énervé plus que ça. C'est le jeu. Toi, tu travailles à l'intérieur de la société, c'est le jeu. Tu travailles bien, tu as une prime, tu travailles pas bien, tu n'as pas de prime. C'est le jeu. Mais là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne le prend pas en mode c'est le jeu. Il le prend en mode personnel. C'est-à-dire que comme tu ne fais pas les mitzvot, personnellement, je vais m'occuper de toi personnellement. Oh, détends-toi. T'as pas fait les mitzvot, Pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, il le prend de manière aussi personnelle que ça? Ok? Alors en vérité, on a expliqué que d'abord, pourquoi maintenant l'importance des mitzvot? En vérité, pourquoi l'importance des études Torah? Alors on a expliqué Shabbat, qu'en vérité, toute personne sur terre, au final, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est obligé d'aligner ses actions à son psyché, à son psychique. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, ça va s'aligner. Tu ne veux pas, toi, vivre avec ta femme, et tu peux, toi, vivre avec ta femme, et considérer que des choses sont importantes, ou on va dire que considérer que certaines choses au sein du couple ne sont pas importantes, et qu'à la fin, tu ne vas pas les transgresser. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la vie. Ou bien, tu es un vrai schizophrène. Mais là, c'est encore pire. Mais normalement, nous, chaque personne sur Terre, le Betar Reisha Gufa Azil, le corps, il suit toujours la tête. Donc si maintenant la tête, elle a défini un cadre dans son esprit, et bien au final, le corps il va être obligé de suivre. Ok? Et bien en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu? Il nous dit première chose, il nous dit si maintenant vous étudiez pas la Torah, donc en vérité, écoutez bien ce que je vais dire, c'est très spécial. C'est-à-dire qu'au final, pendant que vous allez faire les mitzvot, vous allez détester Hachem. Parce que vous allez être obligé de vous aligner. Donc ou bien vous étudiez et vous allez aimer Hachem, ou bien vous étudiez pas et vous allez faire des mitzvot sans aimer. Mais il y a un moment, il y a un des deux qui va être le plus fort. Ou bien l'amour d'Hachem va être le plus fort, mais comme tu n'étudies pas, donc ça ne va pas se développer. Ou bien l'autre côté qui va être le dégoût d'Hachem. Alors maintenant, pour mieux expliquer une chose, une fois je vais expliquer que des fois, les synagogues sont les endroits où on développe le plus de haine de l'autre. En réalité, on n'était pas spécialement dans les synagogues. Je parle des synagogues parce qu'on se rencontre souvent dans les synagogues. Il y a des endroits où quand tu vas dans le métro, tu vas développer la haine de l'autre, parce qu'en fin de compte, l'autre, tu en as une affiche et tu ne le regardes pas. Okay? Donc des fois, dans les synagogues, on développe souvent la haine de l'autre. Comment c'est possible que dans une synagogue, on va développer la haine de l'autre? Eh bien, c'est simple. Toute chose que tu fais, mais que tu n'y adhères pas, il y a un moment ou un autre, tu dois développer des sentiments. Quoi qu'il, tu dois développer des sentiments. Abraham, on a décidé de quand même commencer un peu à l'heure parce que les gens, ils ont commencé à prendre trop de aise. Ils attendent des pizzas pour commencer. Hein? C'est que des boîtes vides. On a déjà tout terminé. C'est un leurre. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme maintenant, je vais rencontrer des gens. Et donc, il y a quelqu'un qui va s'asseoir à côté de moi à la synagogue. Et cette personne-là, je n'ai pas envie qu'elle s'assoie. Donc, pendant tout le cours, pendant toute la prière,
je ne vais pas être content qu'ils soient là. Par conséquent, pendant que je fais une action, je vais développer un sentiment, ou bien de rapprochement, parce que je vais faire tchouva, et je lui dis, si Hachem l'a mis à côté de moi, c'est qu'en vérité, j'ai un travail à faire avec lui, ou bien le sentiment contraire, qui est que je suis obligé, contre mon gré, d'être attaché avec lui, donc tu vas faire, et tu vas développer des sentiments. Et donc, et au passage, c'est pour ça que des fois, en France, on peut avoir des gens qui vivent en France. Alors ça, c'est un des grands problèmes de la France. Un des grands problèmes de la France, c'est qu'elle n'a pas réussi à se faire aimer par ses patriotes. C'est un des rares, je ne sais pas si c'est un des rares pays, mais je crois qu'il y a un des rares pays où il y a très peu de patriotisme. Et les gens, ils peuvent y habiter. Et pas seulement ne pas aimer et ne pas adhérer, ils peuvent y habiter. Et en plus de cela, haïr la France. Alors, je parle de la France parce que nous on connaît le cas de la France, mais peut-être ça peut exister dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce que lorsque des fois des gens ils viennent en France, juste parce qu'il y a des aides. Donc lorsque tu viens dans un pays, pas parce que tu as envie. Parce qu'en vérité tu as un intérêt, mais au fond de toi tu n'as pas envie. Donc au final, tu vas être obligé. Alors, format. Yeah. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas, Moïse, viens. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pendant que tu es en France, pendant que tu profites du système qui a été mis en place, en même temps, tu vas développer un sentiment. Ou bien tu développes le sentiment d'adhésion, ou bien tu développes le sentiment, ou bien tu développes le sentiment de haine. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé de développer un sentiment. Quoi qu'il arrive. Yes ? Eh bien, de la même manière. Donc, ou bien tu es parti apprendre c'est quoi la France, c'est quoi le truc, pourquoi ils donnent des aides, parce que c'est peut-être un pays bienveillant et plein de choses. Donc, ou bien tu comprends et tu adhères, et donc à ce moment-là, tu développes un sentiment d'amour, ou bien tout le contraire, et à ce moment-là, tu développes un sentiment tout le contraire de haine. Et c'est pour cela qu'il y a marqué dans le passouk. Pour les mitzvot, pour recevoir la Torah, d'abord mitzvot, et après étude de la Torah. Naaseh, venishma. Mais pour recevoir les bénédictions, Hachem il veut que te donner les bénédictions si tu adhères à son message. Et comment tu vas adhérer si tu n'étudies pas ? Et si tu n'étudies pas, tu fais quoi ? Pourquoi tu vas faire les mitzvot ? Si tu n'étudies pas, pourquoi tu fais les mitzvot ? Tu fais les mitzvot uniquement pour ne pas te faire taper sur les doigts, oui ou non ? Donc en fin de compte, ton action, elle est une action de bien, mais ton sens ressenti est un ressenti de mal. Il y a un des deux qui doit s'aligner. Ou bien au final, tu vas arrêter les actions, ou bien au final, tu vas développer chez toi un sentiment de haine de ce que tu es obligé de faire contre ton gré. Et c'est pour cela qu'en vérité, on a l'obligation d'étudier la Torah. Et que l'accomplissement et la donation de toutes les bénédictions d'Hachem proviennent uniquement si on étudie la Torah. Pas uniquement, mais en fin de compte, c'est étudier la Torah, adhérer, et développer un amour, etc. Clair ? Donc ça, c'était dans Bechorot Aïtelechu. Et c'est pour ça qu'on voit que Hachem a en phase, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a développé aussi un sentiment d'énervement et personnel. Pourquoi ? Parce que comme on va voir bientôt dans le cours qu'on va étudier, Bezrat Hashem, qu'en fin de compte, on a l'obligation aussi de développer des sentiments pour la Torah et les mitzvot qu'on fait. Yes ? Allez, on commence le cours officiel. On va leur taper sur le doigt, les chèvres. Après, ils vont arriver comme ça. Allez, distribuez ça. J'ai envoyé un peu à tout le monde un WhatsApp. J'ai envoyé un document sur WhatsApp. Alors, prenez la première feuille, celle où il n'y a rien. Messieurs, les pizzas sont offertes pour qu'on les mange. Et il y a quelque chose à l'intérieur, hein. C'était une blague. C'est pas pour la réfoua de Meron Chai Mendel, Meron Mendel Chai Ben Tzipora. Chèvre Yoshua Chai, vous voulez pas prendre quelque chose ? Allez. Il y a 4 fromages, si vous voulez. 4 fromages. Non, moi je veux pas, mais quand je rave. Non, je peux pas. Vous voulez pas ? Bon, je vais être là pour ceux qui arrivent en spectacle.
Comme ça, tu mets direct un. Comme ça, tu mets direct la. Moi, Michel, t'es avec moi ou pas? Tu veux t'asseoir à côté de moi, comme ça, je suis sûr que t'as tout compris. Ah, Razak. Aïe, Razak. Monsieur, n'oubliez pas que Shavuot, il y a la veillée. Hein. Là, il y a la veillée. Toute la journée, on va faire. C'est quoi la veille? La veillée, c'est dimanche soir. Ouais. Ouais. Là, pas tout de suite, mais après. La veillée, c'est dimanche soir. Et ça, c'est une chose. Après, il va y avoir toute la journée. Toute la journée, il y a le comment on appelle ça? Les glaces. Eh, messieurs, vous venez avec les enfants prendre des glaces. Hein. La veillée, c'est quoi? C'est un minage très important. C'est-à-dire tout le monde entier fait. Mais la veillée, c'est minuit à quelle heure? 3h, 3h30. Des glaces. C'est pas ça, c'est parce qu'en fin de compte, on va se débarrasser. Moi, je peux pas rentrer chez moi à la fin de la veille. Pas grave, fais comme moi, de temps en temps, je dormais ici. Je reste dehors comme ça. Non, tu dors ici. Je dors jusqu'à 8h. Mais non, tu dors ici. Ici. Ouais. Ici. Puis avec de l'eau pure. C'est bon, on y va, Abraham? Il y en a qui kiffent comme ça. Ah, vas-y. Allez, Khazak, messieurs, dames, on va commencer. Je vais voir si je peux transmettre sur le groupe, sur ici, des choses. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Enregistrer, converser, réduire. 2 secondes. 2 secondes, je vois si je peux transmettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Elle a des coincés, je n'arrive pas à sortir Raya. Je suis en cours, je suis en cours. Je suis en cours. Tu mets un truc en dessous, tu appelles Fradj. Je suis en cours, Esther, je peux rien faire. Tout le monde est là. Tu mets un cintre par en dessous et tu le lèves. Appelle Fradj. Comment? Appelle Fradji, je suis en cours. Je peux rien faire. Et comment on fait? Appelle un voisin. Appelle Cardigan. Non, mais comment il faut faire? Tu as dit que tu Tu mets un lèves. cintre par en dessous et tu lèves un peu le truc. Hein? Tu mets un cintre par en dessous et tu lèves un peu la porte. Ok? Tu Allez, viens je te dans laisse. un autre lit alors? Ouais. Non, non, c'est derrière. Appelle, ouais. Ouais, c'est pas une blague, pas derrière. Ok? Ouais. Eh ben, bon, Hachem. Khazak, je suis pas un canard. Je suis vacciné. Alors, c'est bon alors. Allez, Khazak, messieurs, c'est bon, on y va, on peut commencer? J'hésite à me mettre ici, ça va faire premier de la classe. C'est bon, Khazak. Allez, on y va. Donc, le shiur aujourd'hui, pour des raisons que peut-être si le papa il voudra vous raconter un peu un jour, le cours, bien que c'était la veille de Shavuot, on aurait dû parler sur Shavuot, peut-être on va en profiter un peu, mais le cours a été décidé que le sujet va être de parler du chesed. Du chesed. Ok? Alors, comme nous sommes dans le temple de la chassidoute, donc nous, quand on doit étudier quelque chose, on doit l'étudier en profondeur. Donc on va essayer de travailler tout ce qui est apparenté, tout ce qui est au sujet du chesed. Je vais vraiment essayer de voir si on peut envoyer un message sur le groupe, mais bon, je sais pas comment faire ici. Ok. Allez, on y va. Bon, on prend les feuilles, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, tout le monde est là? Pour commencer, ce qu'on va parler là tout de suite, le chesed, proprement dit. Moi, ferme ton téléphone, comme ça tu te concentres. Alors, le chesed, proprement dit, est une force de l'âme. Ok? Quand on dit le mot chesed dans toute la Torah entière, en tout cas, pardon, en vérité, dans le bien, quand on dit le mot chesed, c'est une force de l'âme. Chesed, c'est une force de l'âme. Je rappelle comment on est tous composés. Enlève les bouteilles là, mon sadique. Enlève les bouteilles. Comment on est tous composés? On est composé d'un corps et d'une âme. On est d'accord jusqu'à là? C'est quoi déjà ton prénom, mon sadique? Ah oui, Aaron. Alors, comment on est composé? Romain, laisse tomber. Hein. On reprend. Alors, comment on est composé? D'un corps et d'une âme. Ça n'existe pas un être vivant qui n'a pas d'âme. Concernant les végétaux et l'eau, on verra ça plus tard. Ok? Mais sinon, ça n'existe pas un être vivant qui n'est pas composé d'un corps et d'une âme. Ça n'existe pas. Yes? Très bien.
Alors maintenant, cette âme-là, c'est quoi une âme? En hébreu, on dit la neshama. Ça correspond, on dit la neshama en hébreu? Non. Oui, ça c'est la traduction, la neshama. Bon. Mais de quoi est composée une âme? C'est quoi une âme? Ouais, on pourrait dire. Allez. Un souffle. Quand vous n'êtes pas encore chaud, c'est pour ça que je commence à écrire tout. Étincelle. Pas un souffle. Alors, on va dire étincelle, souffle. C'est le lien entre le monde spirituel et le monde. Pas mal, pas mal. Réouven, avec toutes les choses, je vais dire rapidement, je vais dire que tu sais pas répondre. Alors, Yermiaou. Alors, c'est quoi? C'est le lien qui est entre le spirituel et le matériel? Pourquoi pas? Le lien avec Hachem. Je crois qu'on va déplacer le TPML à 9h, hein, c'est bon. Mais si on dit à 9h, ça va commencer à 9h30. Alors, donc, quelqu'un sait d'autre? Quelqu'un a une autre idée? Vous voyez, j'ai l'habitude de dire comme ça. Des fois, les choses elles sont tellement évidentes qu'on n'y réfléchit jamais. Comme on a fait le cours la semaine dernière sur le choix, et on avait appris que c'était un mot totalement galvaudé, et bien là, je vous pose une question d'une chose qu'on vit matin, midi et soir, 24 heures sur 24 avec. On ne s'est jamais posé la question. Quand on dit le mot âme, c'est quoi? C'est ce qui anime le corps. Sans âme, on peut pas. Donc déjà, la première chose qu'on doit dire, l'âme est le moteur et l'énergie du corps. Ok? On est d'accord? Très bien. Alors, ça c'est mignon. Allez, venez, on se concentre. Ça c'est mignon de dire ça. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ce que vous dites, c'est tout ce que vous dites là, c'est trop vague et très peu de précision. C'est même pas vague, c'est juste un mot. C'est quoi la politique? Ben, c'est le vote. Voilà ce que vous me répondez. La politique, c'est pas le vote. C'est pas ça la politique. C'est complètement autre chose. C'est quoi le business? Gagner de l'argent. Très vague. Très vague. C'est quoi se marier, avoir des enfants? Très vague. Donc là, dans ce que vous me dites là, il y a trop, c'est trop vague. C'est trop vague. Il y a zéro précision, il y a zéro nuance. Vous savez, messieurs, Meirod Mendel Chai Ben Tzipora. Maisonnot. Alors, vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. Les Esquimaux, ils ont 7 langages, 7 noms à donner à la neige. 7 noms à donner à la neige. Pourquoi ils ont 7 noms et nous on n'a qu'un seul, le mot neige? Parce que comme ils vivent avec ça, hein. Donc en vérité, ils ont besoin d'une neige qui est apte pour faire l'igloo, une neige pour aller chasser, une neige pour aller trucs, une neige pour chose, une neige, etc. Donc en fin de compte, Meron, Mendel, Chai, Ben Tzipora. Meron, Mendel, Chai, Ben Tzipora. Et donc, si maintenant, eux, ils vivent toute la journée avec les neiges, donc eux, ils ont besoin de savoir, quand ils vont dire à un enfant, il va dire, ne sors pas aujourd'hui, il y a de la neige. Pourquoi? Parce qu'il y a les ours dehors, parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a le blizzard, il y a quoi? Ou bien peut-être parce que quand tu vas marcher, elle va descendre, ou parce que tu vas glisser. Il ne sait pas lui. Il ne sait pas celui-ci doit mettre des raquettes pour marcher, ou les raquettes ou les patins. Lui ou non. Donc comme il vit toute la journée avec la neige, donc ils sont obligés de mettre des nuances. Là ici, vous mettez 0 nuance. Yitzhak, maintenant on se concentre. Là, vous mettez 0 nuance dans ce que vous dites. C'est quoi l'âme? Au mieux, c'était l'énergie. Le lien spirituel matériel est un simple souvenir. Très léger. La vraie vie. Très léger. Extrêmement léger. Ok? Alors, pour vous aider un tout petit peu, il faut apprendre une grande règle. La Chassidut Baruch Hashem, c'est une science quasi exacte et quasi scientifique. Et donc, apprenez une règle. Si maintenant, je vais vous poser une question. En même temps, je vais vous donner la réponse, comme ça on avance un peu vite. Si maintenant, l'âme, c'est l'énergie du corps. Dans le corps, j'ai des nuances ou j'ai pas des nuances? Oui, il y a des nuances. Dans le corps, j'ai des nuances. Des fois, je suis énervé. Des fois, je suis détendu.
Des fois, je suis ambitieux. Des fois, j'ai envie d'avancer. Des fois, j'ai les nerfs. J'ai des nuances dans le corps. Même, vous enlevez tous ces sentiments-là. Vous avez des yeux. L'énergie qu'il y a dans les yeux n'est pas la même énergie qu'il y a dans les bras. Oui ou non? Quand tu dis avec ta main, tu peux palper des choses. Mais ce n'est pas la même technicité que tu utilises quand tu dessines. Quand tu dessines aussi, tu dois palper des choses. Mais t'imagines la finesse de ta main au moment où tu dessines. Chazak. C'est qui le Jonas. Chazak. J'ai dit à le tuer ce matin. Chazak. Kolakavod. Alors, est-ce que vous imaginez bien que lorsque maintenant tu dessines, je ne sais pas s'il y a des dessinateurs parmi vous, lorsque maintenant tu dessines, tu dois représenter la totalité. Moi, je ne sais pas faire, peut-être que vous ne savez pas faire. Donc cela veut dire que dans votre main, vous, même si maintenant tout est le sens du toucher et du palper, malgré cela, il y a des nuances. Eh bien, si maintenant il y a des nuances dans ma main, c'est obligé qu'il y ait des nuances dans mon âme. Oui ou non? Si, mais c'est obligé qu'il y ait des nuances. De la même manière, si maintenant j'ai un œil, mon œil, il a besoin de finesse. Mon œil, il a besoin de finesse. Il a des nerfs très fins. Si tu me dis que la neshama c'est juste une boule d'énergie, mais il faut bien que la boule d'énergie rentre à l'intérieur de mon œil. Oui ou non? Et donc si maintenant elle rentre à l'intérieur de mon œil, il faut qu'elle s'habille à l'intérieur du réceptacle. Donc c'est obligé de dire Chazak. Pas mal. C'est lui tout seul. Chazak. Donc cela veut dire que tu es obligé de dire qu'à l'intérieur de la neshama, il y a autant de nuances qu'à l'intérieur du corps. Donc imagine maintenant, je n'ai pas la réponse, en vrai j'ai la réponse mais je ne vais pas la dire. Imagine maintenant que d'après toi Yirmiyahu, combien y a-t-il de nuances à l'intérieur du corps? Combien? Donne un chiffre. Multiple de 10. 1 million? Allez, pourquoi pas? 1 million? Donc il faut qu'il y ait 1 million de nuances à l'intérieur d'un neshama. Et là, tu m'as donné aucune nuance. Vous avez compris? Donc déjà, on a un bug sur ce niveau-là. Et encore, lui, il a dit 1 million. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire 2 millions, peut-être peu importe. Mais il y a énormément de nuances dans tout. Déjà, tous les veines, toutes les choses. Donc, une cellule, elle est obligée d'avoir une énergie. Et cette énergie-là, elle apprend de la neshama. Donc, ça veut dire que même la neshama, elle a une sorte d'énergie à l'intérieur. C'est une cellule qui n'a plus de neshama, donc c'est une cellule qui est morte. Et elle est morte. Donc, en fin de compte, même à l'intérieur d'un neshama, il doit y avoir cette nuance-là. Donc, en vérité, ces raccourcis-là qui s'appellent âme, qui s'appellent énergie, étincelle de Dieu, souffle, lien spirituel, etc., c'est mignon. Mais c'est pas du tout travaillé, c'est pas du tout recherché. Ok? C'est comme si maintenant tu vas dire à un artiste, tu vas dire oh là là, pas mal sur un, je sais pas moi, un dessin de Léonard de Vinci, Van Gogh. Ah, pas mal la petite fleur qu'il a dessinée. C'est quoi? L'autre, l'artiste, il crie, il s'arrache. C'est quoi, pas mal? Regarde, sur un tableau, il t'a fait 2 millions de pixels. Comment il a fait? Et regarde comment tu vois le truc. Et lui, il regarde les nuances. Donc, en fin de compte, toute la beauté d'une chose, c'est ses nuances. Et là, vous m'avez donné 0 nuance. Clair? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder tout de suite? On va faire en 2 parties ou 3 parties le cours. La première partie, c'est on va désépaissir ce qu'on appelle la neshama. Ok? Alors venez, on va regarder rapidement la feuille là. Vous prenez cette feuille là, ce verso là. Envoyez des feuilles si vous avez. Il y a tellement de temps que tu as un téléphone pourri. T'as remarqué? Comment? T'es trop fort. T'es trop fort. J'étais content, je l'ai fait content. Il faut le lâcher quand même pendant le cours. Yes? Pourquoi vous avancez pas, il y a Zizia et tout? Et d'après ça, venez. Non, parce qu'après, si tu ne t'assois pas là ici, après tu vas pas revenir la prochaine fois. Ah, ok, Khazak. Ça veut dire enlève ton pull, enlève ton manteau, tu m'as donné chaud. Yes? Alors, on y va? Alors, maintenant, juste comme ça, pour ceux qui utilisent encore leur téléphone là pendant le cours, apprenez une règle. C'est pas longtemps qu'on peut se dégager de nos bêtises de la journée, de nos obligations. Voilà. Mettez en mode avion, comme ça, vous allez pouvoir vous investir dans le cours. Alors venez, on y va. Alors ici, regardez combien on a, combien y a-t-il de cases? 7.
Non. Là, c'est là. Là où il n'y a rien écrit. Là où il n'y a pas de dessin. Pas celle-là, l'autre. Il y a combien de cases? Pas celle où il y a écrit ça. L'autre. La blanche, la plus blanche. Combien il y en a? L'autre. Il y en a 10. Très bien. Alors on y va. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Chochma, Bina, Da'at. Donc, Chochma, c'est la force de trouver, la force de recherche et de trouver. On ne va pas travailler tout ça maintenant. Bina, la force d'analyse. Da'at, la force d'attache. Chesed, on va y parler tout à l'heure. Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, le Gvura, c'est l'opposé de Chesed. Tiferet, c'est l'harmonie des deux. Netzar, la force de vaincre. Hod, la force de remerciement à Hachem. Yesod, c'est l'alliage des deux. Malchut, la force de royauté qu'il y a à l'intérieur de chacun. Très bien. Là, tout de suite, essentiellement, on va travailler un peu toutes les notions, mais on ne peut pas travailler toutes les notions, mais on va travailler quelques certaines notions. Ça, c'est la composition de la Neshama. Ça, c'est la composition de la Neshama. Cela veut dire que si maintenant, et dans chacune de ces points-là, il y a encore plusieurs nuances et nuances et nuances. Ok? Je vous donne un exemple. Un exemple tout simple. Lorsque quelqu'un, il est prêt, il est ambitieux, mais pas ambitieux, il dort, il reste en train de dormir. Il est ambitieux et il actionne. Et il est prêt à tout pour arriver là où il veut arriver. Qu'est-ce qu'il a comme sentiment le plus développé à l'intérieur de sa neshama? C'est qu'il a le sentiment de Netzach le plus développé. Ouvrez les pizzas, tchic-tchac, comme ça. C'est quoi? C'est le sentiment de Netzach. Le sentiment de Netzach, c'est le sentiment de vaincre. C'est-à-dire que tellement il a le sentiment de vaincre développé, donc lorsque maintenant il fait dans un truc à lui, il se met à fond. Quand tu as quelqu'un comme ça qui est rentré petit à petit dans son travail, il y a un moment, il dit, quoi qu'il arrive, peu importe, il faut qu'on y arrive. Et bien, c'est le sentiment de vaincre. Lorsque maintenant quelqu'un, il est très intellectuel, donc il est très froid, il réfléchit tout, calculateur, ben ça peut être Chochma, ça peut être Bina. En réalité, c'est plus Bina. Lorsque maintenant un chercheur, quelqu'un qui a toujours des idées, qui a toujours, c'est quelqu'un qui travaille essentiellement à travers Chochma. Mais en vérité, tout a des nuances. Je vous donne un exemple. Lorsque maintenant tu es dur avec ton enfant, pourquoi? Parce qu'il veut prendre des bonbons. Maintenant toi tu es dur avec ton enfant. C'est quoi? C'est quel sentiment? Non, tu es dur avec ton enfant. Donc c'est quoi? Le but d'être Chesed. Donc c'est Chesed, c'est le Chesed qui s'allie à Gvura. C'est la gentillesse qui s'allie avec la rigueur. Donc c'est une pâte dans un gant de velours. Non, le contraire. C'est le contraire. C'est un sentiment d'amour, mais qui est obligé d'avoir en façade la rigueur. Pourquoi le sentiment d'amour? Parce que toi, tu l'aimes tellement ton fils que tu veux... Ça bresse. Khazak, il y a de la place ici, Pourquoi un sentiment d'amour? Parce qu'en fin de compte, le fait que toi tu ne peux pas le laisser manger, le laisser prendre des bonbons, parce qu'il va voir, messieurs, pourquoi maintenant tu ne le laisses pas prendre des bonbons? Parce que tu ne veux pas qu'il s'esquinte les dents. Donc en vérité, c'est parce que tu as un sentiment d'amour. Eux non. C'est un sentiment d'amour. Mais tu es obligé de l'habiller dans quoi? Dans la rigueur. Oui ou non? Yes? Messieurs, s'il vous plaît, concentrez-vous. Les perturbateurs. Alors, de la même manière, le contraire. Imagine maintenant quelqu'un, ton enfant, il te dit papa, je veux des bonbons, donne-moi des bonbons. Tu lui donnes un bonbon, un deuxième bonbon. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la méchanceté qui s'appuie dans de l'amour. Pourquoi de la méchanceté? Parce que c'est mauvais pour lui et tu lui donnes. Donc en fin de compte, de façade, ces armes, tu l'aimes, mais en fin de toi, tu l'aimes pas. Yes? Il y a énormément de nuances. Si tout à l'heure, Yirmiyahu, il a dit qu'il y avait 1 million de nuances dans le corps, c'est obligé qu'il y ait 1 million de nuances dans la Neshama. L'une va pas sans l'autre. Pourquoi? Parce que chaque nuance, elle est obligée d'être... Imagine maintenant,
Vous savez, quand vous prenez un téléphone, comment ton téléphone sonne? Quand vous prenez un téléphone, ok? Et que vous le jetez par terre. Quand vous prenez un téléphone, en vérité, ce que vous ne savez pas, c'est une des inventions de Rabbeinu Steve Jobs, que lorsque, messieurs, lorsque maintenant vous voyez, là, vous voyez une photo, mais en vérité, la photo, elle est composée de, il y a combien de pixels dans cette façade-là? Il y a combien? 6 millions de pixels, je ne sais pas combien de pixels dans cette densité. Et bien, en fin de compte, c'est quoi un écran d'aujourd'hui? C'est que chaque pixel, il est indépendant. Ok? Apprenez une règle. Pourquoi maintenant? Des bonnes choses. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ils font des puces qui sont surpuissantes? Quand la cavode, vous venez étudier. Khazak. Pourquoi maintenant ils font des puces surpuissantes? Vous savez pourquoi ils font des puces? L'ordinateur de la NASA, il faisait 800 mètres carrés. Aujourd'hui, dans un téléphone, il y a des fois plus de puissance que quoi? Que dans ton ordinateur. Ok? Pourquoi il y a besoin de tellement plus de puissance? Parce que comme ton écran, il est super raffiné, donc il faut qu'il y ait un processeur qui puisse donner à chacune des LED de ton écran une information. Donc à chaque instant, il calcule. Donc cela veut dire que chaque lumière que tu vois allumée ici, il a un calcul qui lui a été transmis indépendamment. Donc si maintenant dans cet écran-là, chaque lumière, elle est animée par une nuance du graphique, par une nuance de la puce, et nous alors, chaque diode de notre corps, chaque cellule, chaque idée, chaque mouvement, chaque chose, elle doit être animée par un calcul précis de la Neshama. Et donc, autant de nuances que tu as à l'intérieur de ton corps, autant de nuances tu as à l'intérieur de ta Neshama. Donc, quand vous avez dit étincelle, bien sûr, c'est très important, étincelle. L'énergie, bien sûr, mais c'est extrêmement vague. Est-ce que cette première partie, elle est claire? C'est-à-dire, alors maintenant, imaginons maintenant que quelqu'un il va voir un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyse. Quel est le travail du psychanalyste à faire? Normalement, s'il est normal. C'est quoi le travail du psychanalyste? C'est lorsque maintenant, tu as fait ça comme mouvement, il va aller chercher dans ta tête à toi quels sont les diodes qui amènent à ce mouvement-là. Alors malheureusement, je ne sais pas s'ils sont toujours en vogue maintenant, mais en tout cas, ça c'est l'idée. Donc s'il est très très fin, il va aller chercher à l'intérieur de ton cerveau à toi, quels sont les diodes, et il va les réparer. Il est censé les réparer. Alors maintenant, bien évidemment, de nos jours, il y a des techniques beaucoup plus rapides que toutes ces techniques-là. Après, c'est chacun son truc. Mais, il y a des diodes, et chaque diode, chaque mouvement, il est animé par une diode. Et le travail du psychanalyste, du psychologue, du psychiatre, de qui tu veux, c'est d'aller chercher quelle est la diode défectueuse, etc. De la même manière, lorsque tu as un programme informatique, le gars il va chercher quel est le mouvement qui a amené au programme informatique, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut dire par là que quand on dit qu'on a un corps et une âme, l'âme, elle épouse totalement le corps. Chaque millimètre du corps, chaque poil du corps, chaque muscle du corps, chaque élément du corps, il est totalement animé par une parcelle de l'âme. C'est un axiome, c'est une règle, c'est une réalité. Au moins que vous la gardiez dans la tête, que ça vous serve tout de suite ou que ça vous serve plus tard, mais un jour ou l'autre, c'est sûr que ça va vous servir. Yehoshua Manishma. Yes? Yes? Très bien. Alors maintenant qu'on a appris ça, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, ils ont entendu. Donc on fait le cours pour la... On fait le cours pour la Refoua Shlema immédiate Bezrat Hashem de Meron Mendel Chai Ben Tzipora. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète. Messieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète. Abraham, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète. Si
on nous a demandé de faire un cours sur le chesed. Ok? Très bien. Alors maintenant, vous tournez la feuille. Là ici, j'ai plus traduit, j'ai plus travaillé les notions. Donc, dans la feuille, vous prenez la feuille avec les attaches, avec ce qui a marqué ici, j'ai envoyé sur eux. Alors, dans la feuille, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il y a quelqu'un qui t'a abattu. Ah ouais. Ah ouais. On peut commencer, c'est bon. Alors, Représente mais- les familles. alors, on y va. Ah, il est ressemblant. Messieurs, on se ressent. Alors, vous avez en haut, Chochma binadat. Donc j'ai marqué, Chochma c'est la force de recherche et de trouver, l'analyse, l'attachement. Chesed, la bonté, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Ok, messieurs, on se concentre, on prend les feuilles. Abraham, Berich, viens, on te concentre parce que tu vas apprendre des belles choses là. Ok, alors, bon, tantôt je vais prendre cette partie-là, tantôt je vais prendre l'autre. Alors là, tout de suite, je m'excuse de vous balader un peu. Prenez cette partie-là. Ok, prenez cette partie-là. Qu'est-ce que vous analysez, sans rentrer dans les détails? Qu'est-ce que vous analysez? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux là? Par rapport à l'autre, Non, pas par rapport à l'autre, c'est pratiquement la même chose, sauf que ici, vous le voyez, c'est moins flagrant. partie grisée. Qu'est-ce que vous... Non, oubliez les couleurs. C'est-à-dire qu'à partir d'en haut, ça descend vers le bas, ça donne Pas mal, pas mal. Il y a symétrie. Pas mal. Il y a une symétrie, il y a un centre. Très bien. Il y a un but. Alors, c'est plus gros, Malchut. il y a une descente. Malchut, c'est plus gros. L'objectif. On Alors, part avec l'autre quand même. il y a plusieurs manières comment on décrit les sphères. Alors, ça s'appelle dans le langage de la Chassidoute, dans le langage de la Kabbale, ça s'appelle les sphères. Les sphirotes, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Chaque extrémité, il y a toujours en fait un juste milieu. Ah voilà, bravo, exactement. Donc, les sphirotes, celles qu'on a. Youssef, tu peux m'amener un chumash, s'il te plaît? Un chumash. Et Bereshit avec Rashi. En bas, il y a des chumashim. En bas, des chumashim. Avec Rashi. Alors, Excuse-moi, Rav. La dernière partie du bar, elle englobe en fait tout le reste. alors là, on va pas regarder, on va pas travailler ça. Alors maintenant. Alors, messieurs. Écoutez bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, normalement, on va apprendre des trucs vraiment, vraiment spéciaux. Alors, toutes les personnes. Dan, mon sadique, Mechila, pas ce soir. Toutes les personnes qui voient cette photo-là, si on ne pose pas la question, ils se disent, bon, il y en a 10, il n'y a que ça qu'on se rappelle. Mais en vérité, vous avez bien vu que, et c'est sur ce qu'on va travailler ce soir-là maintenant, vous avez bien vu qu'il y en a une à droite, une à gauche et au milieu. Je précise bien, et au milieu. On recommence, droite, gauche, au milieu. Droite, gauche, au milieu. Et à la fin, le milieu, on n'en va pas en parler ce soir. Si vous regardez bien de l'autre côté, c'est peut-être plus visible. Ici, pas seulement qu'on a droite, gauche au milieu. Ici, il y a une vraie séparation. 1, 2, 3. Et en vérité, le dernier, on va pas du tout le travailler aujourd'hui. Pas du tout. C'est comme si vous l'oubliez dans vos têtes. 1, 2, 3. Et en vérité, pour les fins connaisseurs, là aussi, on est dans 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est des cycles de 3. Très bien. Maintenant, on ne va pas aller sur les cycles de 3. Et en même temps, aujourd'hui, on va vous révéler un grand scoop du monde entier. Et c'est quoi le plus grand scoop du monde entier? C'est qu'en vérité, on va prendre l'exemple ici. On va prendre, pour l'exemple, on va prendre directement la solution. Non, il faut vous concentrer, stop. Après, Chesed, Kvura, Tiferet. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Ok, la deuxième ligne. Chesed, Kvura, Tiferet. La règle, c'est la suivante. Droite, gauche. Écoutez bien. Tiferet, c'est quoi? Chesed, papa. Gvura, maman. Tiferet, le bébé des deux.
Ok. Très bien. Et maintenant, je vais vous dire le vrai scoop. Écoutez bien le vrai scoop. Non, pas du tout. Non, quand on est marié avec une Marocaine, mais non. Alors, non. Ne pas confondre Gvura, rigueur et autorité. Alors, messieurs. Alors maintenant, on va apprendre tout de suite, on va voir dans le Chumash. Éteignez les portables. On va écouter bien. Dans le monde, en vérité, Dieu n'a créé que 2 mouvements principaux. Très bien. Tu as dit? Que 2 mouvements principaux. Michael, après. Que 2 mouvements principaux. Chesed et Gvura. Tout le reste, de tout ce qui existe sur terre, est ou bien un représentant de Chesed, ou un représentant de Gvura, ou un alliage des deux. Et après, de celui-là, comme vous voyez dans la photo, de celui-là, il va encore créer 2 extrêmes. Netzach, Hod, Netzach, Hod. Et après les 2, ils vont créer Yesod. De la même manière là-haut, Chochma. Pour l'instant, c'est juste des notions, hein, on va les travailler, ça va prendre 2 secondes. Chochma, Bina. Vora, c'est quoi déjà? Je vais tout expliquer. Vous écoutez bien. C'est un cours. On nous a demandé de faire un cours sur Chesed, donc on doit y arriver au Chesed. Donc vous écoutez bien. On avait dit qu'il fallait venir avec un papier et un stylo, comme ça on se rappelle bien. Et voilà. Donc, ce que je veux que vous vous rappeliez absolument aujourd'hui, il n'existe sur Terre que 2 mouvements. Chesed et Gvura. Alors maintenant, pourquoi Dieu il a créé 2 mouvements? Parce qu'à la base, Dieu il voulait créer qu'un seul mouvement. Chesed. Ou bien, il y en a qui disent d'abord Gvura. En tout cas, un seul mouvement. Et après Hachem, il a dit c'était pas bon. C'est trop. Alors, d'où on a vu ce point-là. En vérité, si vous regardez bien, ce que je viens de dire, c'est quasiment la totalité de toute la création. À quel moment on a eu ce premier point? Quelle est la première fois où on a vu que Dieu avait créé officiellement les 2 mouvements? Quelle est la première fois? Yaakov. Pourquoi Adam et Ève? Alors? C'était pas mal, mais tu n'as pas été précis. Caïn et Abel, non? Non. Dimension masculine, c'est Dieu qui transmet Alors, Avec regardez bien. Avec l'interdiction qu'ils n'ont pas respectée, ils ont eu un manque de rigueur. Non, bien avant. Alors, regarde. Alors, écoutez bien le passage, il nous dit comme ça. Le deuxième chapitre de la Torah. Vayomer Hashem Elokim. Hashem il a dit. Lotov eyot ha'adam levado. Il ne faut pas que l'homme il soit tout seul. Il faut qu'il se marie. Alors j'espère qu'il n'y a personne, il n'y a pas de dame qui écoute le cours. Mais pourquoi on aurait été tranquille, tout seul, sans se marier et tout? Et pourquoi il a dit on n'était pas bien tout seul? Pourquoi? Et c'est l'eau, Ezer Kenegdo. Il faut que je lui donne quelqu'un pour l'aider. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Arrêtez. On est là pour une vraie refoua shlema, s'il vous plaît, donc on se concentre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim disent, pourquoi ça? Parce qu'en vérité, comme l'homme, de toutes les créatures que Dieu il a créées, était le seul qui était capable de réfléchir et de choisir sa vie, donc si on le laisse tout seul, ils vont le prendre comme une divinité. Donc, quelle est la raison pour laquelle Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait une dame
c'est pour pas qu'on soit tout seul et qu'on se prenne pour des dieux. Tu as toujours ta femme qui te rappelle, oh, tu peux descendre les poubelles s'il te plaît. Ok? Donc toi, tu es comme ça, tu viens de faire un contrat de malade et tout, et toi, tu es super content, tu sens comme ça. Et ta femme me fait, ah, super. Tu peux mettre le petit au lit s'il te plaît. Et toi, tu es, waouh, tu peux descendre la poubelle, etc. Au passage, on dit comme ça que lorsque les grands généraux romains, ils revenaient de guerre, ils avaient conquis des pays, il y avait quelqu'un qui courait, et lui il venait, il était comme ça sur le char, et tout le monde le regardait, tout le monde l'applaudissait et tout ça. Il y avait quelqu'un qui se rappelle, je ne me rappelle plus le terme en latin, je n'ai pas fait latin en 8e langue, je sais pas. Et il y avait quelqu'un qui était à côté qui lui dit, rappelle-toi que tu es un mortel. Rappelle-toi que tu es un mortel. Rappelle-toi que tu es un mortel. Le gars, il se prend pour un je sais pas quoi. Ok? Ah, salo, ezer kenegdo. Maintenant, c'est pas que ça le truc. Le truc, il va juste après. Comment Hachem, il a créé la femme? Avec une côte. Il a pris une côte de Adam Arishon et à travers elle, il a créé la femme. Bien évidemment, on se pose tous la question. Bien évidemment, la question est très légitime. Vous savez c'est quoi la question? Il n'a pas fait comme ça pour les animaux. Pour les animaux, il a créé le mâle, il a créé la femelle. Il n'a pas pris le lion, il a pris une côte du lion, il a mis la lionne. Il a fait ça pour aucun animal sur Terre. Pourquoi il a fait ça pour les êtres humains? Pour les hommes. Pour les hommes et les femmes. Pourquoi? Et là, écoutez bien le scoop. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Alors, pourquoi maintenant Dieu, il a fait comme ça? Écoutez bien, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Afin, écoutez bien, c'est un truc de fou. Afin que l'homme soit toujours à la recherche de ce qu'on lui a pris. Le fait qu'on lui ait pris la côte, ça lui donne un côté. C'est-à-dire que de nature. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est-à-dire quoi? C'est pour l'homme, c'est pour la femme? En vérité, c'est pour les deux. Écoutez bien. Dieu, il a fait en sorte que quoi qu'il, un homme, recherche son opposé pour être bien. La femme recherche son opposé pour être bien. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a créé sur terre deux mouvements. L'homme et la femme, Chesed et Gvura, et c'est l'alliance des deux qui amène le bien dans le monde. L'homme tout seul, non, la femme tout seul. Si vous regardez bien les animaux, un animal n'a pas besoin de vivre avec sa femelle. À part le lion, mais il n'a pas besoin. Il n'y a pas de besoin. Le tigre, mais très rare les animaux qui ont besoin de vivre avec leur femelle. Le tigre, il peut vivre, il se trouve une saison par an, et après c'est terminé. L'un ne connaît pas l'autre, il en a rien à fiche de l'autre. Ça ne lui passe même pas dans l'idée qu'il a besoin de quelque chose. Il a été créé indépendant. L'homme, c'est pas comme ça. Quand je dis l'homme, c'est l'homme, l'être humain. C'est pas comme ça. L'être humain, il a eu besoin des deux. Autre chose, une autre résonance qu'on peut trouver à ça, écoutez bien. Comment se fabrique l'électricité? De force opposée. Positive et négative. Comment se fabrique l'électricité? Les panneaux solaires. Ça se fabrique par, je crois, les protons et les neutrons, les protons et les neutrons. C'est quoi les protons? C'est les plus. Les autres, c'est les moins. Et leur mouvement constant entre les deux fabrique l'énergie.
Toute l'énergie qui est créée sur Terre est fabriquée à travers un mouvement fort qui s'appelle le plus, un mouvement fort qui s'appelle le moins, et que les deux, ils sont constamment comme ça. Tout ce qui existe sur Terre est créé de base avec deux mouvements. Le mouvement du plus et le mouvement du moins. Chesed et Gvura. Ah maintenant, je vais vous donner une autre chose qui ressemble. Dans Chesed et Gvura, on pourrait aussi travailler, on pourrait aussi utiliser le terme par donneur et receveur. Donneur et receveur. Mashpia et Mekabel. Donc, le plus, c'est celui qui donne. Le moins, c'est celui qui reçoit. Mais en vérité, ce mouvement-là, c'est un mouvement perpétuel. Le Rav, il donne, mais par les questions, l'élève reçoit. Mais par les questions de l'élève, le Rav reçoit. Donc le Rav reçoit à ce moment-là. Et etc. et ainsi de suite. Et tellement c'est important cette rotation, c'est qu'il y a marqué dans la Mishnah, ou mital midai yoter mikulam. De qui j'ai appris beaucoup de mes rabbanim, j'ai appris beaucoup de mes chaverim, mais de qui j'ai le plus appris, ou mital midai yoter mikulam. Pour comment c'est possible que tu as appris plus de tes élèves à toi, plus que tes rabbanim? Parce qu'avec tes élèves, la rotation elle est parfaite. Pourquoi la rotation elle est parfaite? Parce qu'avec ton élève, il y a un vrai plus, il y a un vrai moins. Avec ton chaver, il y a le plus et le plus, il y a le moins et le moins. Avec toi, ton professeur, toi, tu fais que recevoir. Mais quand toi, tu es le Rav, et que toi, tu poses des questions à l'autre, ou tu viens, tu dis, et l'autre, il t'envoie une question comme ça, il t'a déstabilisé, et que là, tu es obligé de revoir ta copie pour mieux comprendre en profondeur. On met ta médaille, on met koulam. J'ai posé une question à un médecin. Alors, quand on dit « Metal Midaï » de mes élèves, c'est pas spécialement de mes élèves. C'est de ma réaction, de ma vie, de ce que je fais. J'ai demandé une fois à un docteur qui vient souvent ici. Il fait, je me rappelle plus ce que je lui ai posé la question. Est-ce que vous apprenez tout en médecine ou pas tout en médecine? Ça enregistre bien là sur le côté. Ouais. Parce que des fois j'oublie d'appuyer sur le bouton. Alors, il dit, en vérité, en médecine, dans les études de médecine, on apprend 10%. 90% sur le terrain. En vérité, il faut bien la comprendre l'histoire. C'est quoi 10%? En vérité, tu apprends toute la base. Mais toute la base, tu l'as reçue de quelqu'un. Donc toi, c'est pas toi l'histoire. C'est quand tu vas sur le terrain et tu dois réfléchir, chercher, reprendre. Toi, on t'a donné le socle. Et maintenant, tu vas vraiment intérioriser ce qu'on t'a appris. 10% en fac, 90% sur le terrain. C'est extraordinaire. Umital midai, yoter mikulam. Et de mes élèves, plus que tout le monde. Et talmidai, ça veut dire aussi de ce que j'apprends, de ce que je réagis, de ce que je vérifie, de ce que ça, etc. Ok? Très bien. Maintenant qu'on a fait cette petite préface, maintenant on va voir un peu comment ça s'articule un peu et comment on peut apprendre d'autres choses. Alors maintenant, on va oublier ça et on va un peu récapituler pas mal de choses qu'on connaît du mot chesed. Ok? Quels sont, si maintenant je vous parle du chesed, quels sont les alliages que vous avez sur le chesed? Quelles sont les connaissances que vous avez sur le mot chesed? Moi, je suis avec moi, Tzadik. Quand j'ai dit le mot chesed, t'as bien planté l'autre. Quand on dit le mot chesed, qu'est-ce que vous entendez par le mot chesed? La bonté pour l'autre. Allez, bonté. Le plus. Amour du prochain. Miséricorde. Miséricorde. Je On dit dirais mi ou miséricorde? Miséricorde. Miséricorde. L'ironé l'ami. Hein? L'ironé de prochain. Ça c'est chesed. Ah oui, ok. Bonté. Allez. Qu'est-ce que compassion? Pourquoi pas? Pas mal. Pas mal. Générosité, c'est comme bonté ou c'est différent? La même chose. Ouais, générosité. C'est pareil, ouais. C'est pas mal. Les deux, c'est très bien. Je me demande s'il n'y a pas une vraie différence entre bonté et générosité.
Alors, Avram, ton prénom c'est Avram. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a quand on dit le mot chesed? Qu'est-ce qui vous saute à la tête? Aux yeux, aux oreilles, à votre tête? C'est toi qui dis ça. D'être que dans le nom. Renin, pardon, excuse-moi. Rodin, ouais. Après une pizza, peut-être tu commences à. Tunisifié. Ouais. Avec des anchois, donc c'est bon. Alors, Désolé. qu'est-ce que vous entendez quand on dit le mot chesed? Oui, vous saute quoi là? Sourire. Chlin, allez, rire. Ah, les deux. Je comprends plus rien. Alors. Bon, on pourrait dire qu'on a dit pas mal de choses. Ok? Bonté, générosité, amour du prochain, miséricorde, compassion. Chnin, hir. Ok. Alors. Chabad, ouais. Très bien. Et quand on dit le mot gvura, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui vous saute à la tête? On peut dire des noms de gens de la Sina ou pas? Marmire. Dur, marocain. Alors, quand on dit le mot gvura, qu'est-ce qui vous saute à la tête? Michael Autorité. La rétention. Alors, L'énergie pour la gvura. Alors, gvura, on met quoi dans gvura? Droiture. Droiture. Dans gvura. Algérien. Je le mets pas, c'est nul. Ah, algérien, pas mal. Ah, c'est comme ça clash. Non, pas droiture, rigueur. On pourrait dire rigueur. Algérien. Alors, c'est tout? Que rigueur? Pas rétention, retenue. Hein? Rétention. Bah ouais. Ah, rétention. Baïonné. Détention. Mon frère est d'accord avec moi, droiture. Non, mais droiture, c'est pas que Gvura. Quel rapport? Quelqu'un qui a des règles. La c'est- régularité. C'est pas- En français, on dit pas droiture. Ah bon? Ah non, Rigide. rigide, pas droiture. Non, mais c'est pas le même sens. Non, mais droiture. Une règle, c'est droit, c'est pas que Gvura. Et la rigueur, ça La règle, c'est la règle, c'est la règle. Régulier, c'est régulier. C'est rigueur. Ok, bah c'est pareil, moi. Rigueur. La règle, c'est rigoureux. Non, ça non. Pas droiture. Droiture, c'est. En plus, en réalité, droiture, c'est droit. Chesed. Ah, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est tout ce qu'on a? Messieurs, c'est tout ce qu'on a? Constant. Régulier. Il y a Gibor dans Ouais, le Coran. bah c'est rigueur. Rigueur. Il y a force, Gibor. c'est fort. Autoritaire. Fort. Ouais. Autoritaire. Autoritaire, ouais, bon. Ok, c'est rigueur, autoritaire. Très bien. Linéaire. Ok. Alors maintenant, on va prendre. Avant de continuer sur ça, je vais vous poser une question que je ne vais pas répondre tout de suite, je vais répondre à la fin. Avant de continuer sur ça, je vous avais posé la question, on va voir si vous vous rappelez de la réponse. Quelle est la mitzvah, messieurs, quelle est la mitzvah qui est rappelée 4 fois par jour par chaque juif qui existe sur terre? Les mots sont précis. Quelle est la mitzvah C'est Dakar. qui est mentionnée, rappelée 4 fois C'est Dakar. par jour par chaque juif qui existe sur terre? Non. Tu vas me rappeler le Non. Le schéma, là. Non. Alors, c'est quoi? Le vrai schéma Israël, c'est 2 fois par jour. Matin et soir. Et c'était pas mal. Non. Sortie d'Égypte, ça, non? Se rappeler de la sortie d'Égypte. Non, Amalek, c'est pas 4 fois par jour. La mitzvah de aimer. Non! Aimer Hachem. Aimer Hachem, déjà le schéma Israël, tu le fais 2 fois par jour. Mais dans le schéma Israël, tu as 2 fois Ve'afta. Le schéma Israël, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha, et tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ve'ayim shamu atishmu al mizotai asher anachem Israël etrem hayom,
Le'ahava et Hashem Elokecha. Et le'ahava et Hashem Elokechem. Bechol evarim, bechol nafshem. D'aimer Hashem ton Dieu. 2 fois le matin, 2 fois le soir. On dirait un médicament. Ok? Cela veut dire. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. D'après vous, une mitzvah que tu mentionnes 4 fois par jour tout au long de ta vie. Mais en vérité, tu le mentionnes beaucoup plus que 4 fois. Parce que le matin, avant la tefila, tu le fais une petite fois. Après, quand tu es celui qui met Rabbeinu Tam, il dit encore 2 fois. Le soir, tu fais Arvit, tu fais 2 fois. Et avant d'aller dormir, tu refais encore 2 fois. Donc des fois, tu as 4, tu as 6, et des fois, tu as 8 fois. Et en fin de compte, on n'y fait pas attention. Mais c'est la mitzvah quand même d'aimer Hachem. C'est-à-dire cette mitzvah-là, elle est officiellement, 4, c'est-à-dire minimum 4 fois par jour. C'est qu'elle a de la puissance, cette mitzvah. T'imagines, même, bon, les tefilines, tu dis 4 fois par jour, mais quand tu mets les tefilines, pas le matin, pas le soir, pas mal. Ok? Mais la mitzvah de dire Shema Israël, en plus que c'est une mitzvah de Raïta de le dire, en plus les tefilines, c'est pas que tu le dis. En vérité, même, pardon. Dans les tefilines, tu n'es même pas obligé de le dire. En vérité, la mitzvah de la tefilines, c'est juste mettre les tefilines. Donc tu n'es même pas obligé de dire les 4 fois par jour. La seule mitzvah qui est minatora de dire tu aimeras ton prochain comme tu aimeras Hachem ton Dieu, c'est la mitzvah d'aimer Hachem qui est dans le Shema Israël. Et minatora, on nous demande de le mentionner 4 fois par jour. D'après vous, quelque chose que Hachem te demande de le mentionner 4 fois par jour, il passe à l'as ou il fait partie des choses les plus importantes dans toute notre histoire, dans toute notre vie. 4 fois par jour. T'imagines? 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Tu parles à tes enfants d'une certaine manière et tu répètes tous les jours de leur vie. La vérité, s'ils n'ont pas intégré le truc, c'est un problème. Si maintenant je t'ordonne de faire quelque chose 4 fois par jour, c'est que c'est supra, ultra, méga important. Ok? Ça, c'est la mitzvah de aimer Hachem. Et donc la question qui va se poser, pourquoi c'est si important d'aimer Hachem? Yes? On va directement arriver on va amorcer la réponse, comme ça vous allez tout comprendre. En vérité, aujourd'hui, vous allez apprendre c'est quoi les 2 mouvements. Vous avez un peu senti un peu c'est quoi les mouvements. On va les retravailler. En vérité, il y a autre chose que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas bien dit. Vous n'avez pas bien dit. Toi, tu as dit amour du prochain, mais en vérité, c'est pas chesed, c'est pas amour du prochain. L'équivalent de chesed, en vérité, très souvent dans chesed, on met chesed / amour. La plupart du temps, quand on parle d'amour, ahava, c'est du côté droit, chesed. Gvora, c'est toujours / crainte. Amour, chesed / amour, gvora / crainte. Yes? Maintenant, on va expliquer tout. On va tout expliquer. En vérité, il y a les 2 mouvements, ils représentent, d'une manière très simple, ils représentent ça. Chesed, c'est le mouvement. On se concentre. Expansion. Sortir de soi, aller vers l'extérieur. Ça, c'est le mouvement de Chesed. Le mouvement de Chesed, c'est aller vers l'extérieur, expansion, voire à l'infini, parce que c'est un mouvement, donc un mouvement c'est à l'infini. Ok? Donc, Chesed, c'est sortir de soi, donc en vérité pas sortir, aller vers l'extérieur, expansion, aller vers l'extérieur. En vérité, le vrai terme c'est aller vers l'extérieur, mais c'est aussi lié avec expansion. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si des fois l'extérieur veut pas toi, tu vas te débrouiller pour qu'il veuille de toi. Donc tu vas t'étendre, étendre, expandre. Gvora, c'est quoi? C'est la crainte. Mais en vérité, c'est quoi la Gvora? Le mouvement de Gvora, le plus grand mouvement de Gvora, c'est celui-là. Retenue.
Le mouvement de chesed, c'est amour. Le mouvement de gvura, c'est retenue. Ok? C'est les deux mouvements principaux. Alors maintenant, vous allez comprendre. Un, quand on fait, c'est quoi aimer quelqu'un? L'aimer sans retenue. Aimer quelqu'un, c'est vouloir... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout le contraire. On l'avait déjà dit il y a quelques semaines que aimer, c'est un des sentiments les plus orgueilleux qui existent. Aimer, c'est un des sentiments les plus orgueilleux. Pourquoi aimer, c'est un sentiment orgueilleux? Parce que tu t'étends. Si j'aime le poisson, Quand tu dis, je sais pas comment on pourrait dire, quand un parent, il aime trop ses enfants, Il les étouffe. il les étouffe. Pourquoi il les étouffe? Non, il exprime trop son amour. Pourquoi il les étouffe? Parce qu'en fin de compte, tellement son amour, il veut le jeter sur l'autre, qu'en fin de compte, il s'étend sur l'autre. Il déborde sur l'autre, il s'étend sur l'autre. C'est quoi l'amour? Tout. Gamatria Ava, c'est 1. Quand on dit Gvura, par contre, messieurs, quand on dit Gvura par contre, c'est tout le contraire, la retenue. C'est quoi la retenue? Se rester sur soi, pas bouger. Quand quelqu'un, convexé, quand par exemple quelqu'un, il a peur d'une personne, il est paralysé, il ne sait plus quoi faire. Donc ça, c'est les deux mouvements perpétuels. Vous avez ça dans l'électricité, vous avez ça dans l'amour, vous avez ça dans tous les domaines. Ces deux mouvements perpétuels. Ces deux mouvements perpétuels, ils sont quasi tout le temps. Le commercial va vouloir étendre son offre vers l'autre. À ce moment-là, l'autre va recevoir, va écouter. Donc il va y avoir de la retenue. Le pire, quand un commercial il tombe sur quelqu'un qui n'arrête pas de parler, donc il ne peut pas lui-même en placer une. La plus grande force, ça serait que le commercial lui dit prends le dossier et vas-y, travaille. Mais pourquoi? Parce que ici, là, tu as un mauvais mouvement. Un, il veut s'étendre, l'autre, il ne le laisse pas s'étendre. Le mouvement de chesed, c'est s'étendre. Le mouvement de gvura, c'est retenu. Par conséquent, l'amour, c'est s'étendre. La crainte, c'est se retenir. Ici, c'est quoi la générosité? Tu sors de ton marasme à toi et tu vas vers l'autre et tu vas donner à la tzedaka. Compassion, c'est quoi compassion? Partage. C'est lorsque tu t'intéresses à l'autre. Alors en vérité, compassion, c'est pas générosité. Parce que dans comparaison, il y a aussi un peu de respect. Donc en vérité, le vrai mouvement de chesed, c'est bonté, générosité et amour. Le vrai mouvement de gvura, c'est rigueur, retenue et crainte. Maintenant, vous comprenez tout ça avec l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Ah maintenant. Pourquoi maintenant c'est tellement important aimer Hachem? Pourquoi on le revoit 4 fois par jour? Parce que c'est notre source. Non. Pourquoi maintenant l'amour d'Hachem, tu le mentionnes 4 fois par jour? Faut pas rentrer dans un mouvement de crainte trop, non? Non. Faut pas oublier. Oui, mais craindre aussi, on aurait pu dire 4 fois par jour craindre. Surtout qu'on a vu que le socle c'était la crainte. Donc ça devrait être l'inverse. Le socle. C'est la base. Pourquoi 4 fois par jour, on mentionne l'amour d'Hachem? Ça soit un mécanisme. Deuxième question. Pourquoi dans la Torah, la tzedaka fait partie des fondamentaux du judaïsme? La tzedaka, ça sauve de la mort. La tzedaka ramène la Torah, ramène le Mashiach. Olam chesed ibané, le monde a été créé sur la bonté. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a.
Un juif qui n'est pas charitable et qui n'a pas de compassion, qui n'est pas charitable, qui n'a pas de bonté, on peut se poser des questions sur sa judaïté. Comme ça, c'est une halakha. Tu es en train de dire en fait que. Donc, premièrement, pourquoi aimer Hachem, c'est tellement important? Pourquoi l'amour du prochain est tellement important? Pourquoi le chesed est tellement important? Et pourquoi on n'entend pas autant de choses sur la crainte d'Hachem? Parce qu'après, c'est du libre arbitre. Parce qu'à partir du moment où tu as l'amour et tout ça, t'as pas. Ah, t'as l'amour aussi dans l'amour d'Hachem? Non? Tu peux avoir l'amour sans la crainte. Mais pourquoi on a tellement insisté sur l'amour? Voilà, la crainte, ça inhibe, ça rend malheureux. Donc, on a tellement insisté sur l'amour, on a tellement insisté sur chesed, on a tellement insisté sur ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on insiste plus sur les mitzvahs positives que sur les mitzvahs. Pas mal. Et pourquoi? Pas mal. Parce qu'en vérité, ce qu'il a dit, j'ai oublié de le faire, je ne savais plus où le mettre. On dit, il y a marqué comme ça, que la source de toutes les mitzvot affaires positives provient de l'amour d'Hachem. Donc quand tu mets les tefilines, c'est-à-dire que tu aimes Hachem. Quand tu te retiens, ça vient. Donc toutes les mitzvot à ne pas faire proviennent, leur source, elle est dans la crainte d'Hachem. Mais ça vient même. Puisque maintenant on a seulement 248 mitzvot à faire, 365 à ne pas faire, on aurait dû insister sur la crainte. Et pourtant on n'insiste que très rarement sur la crainte d'Hachem. Etc. Le chesed, la tzaka, tout le temps on parle chesed, amour du prochain, avat Israël, aimer Hachem. Pourquoi c'est tellement important? Parce que de l'autre côté, c'est l'obscurité. Non, pas mal, mais en vérité la crainte d'Hachem c'est pas non plus l'obscurité. La crainte, ça bloque l'amour peut-être. Ok, mais sans crainte d'Hachem aussi on a un problème. L'amour, ça amène la crainte. Aussi. Si Non, c'est pourquoi le chesed? parce que la crainte, Ils sont opposés les deux. il y a pas de Oui, mais l'amour, en quelque sorte, ça amène la crainte, puisque moi, quelqu'un que j'aime, je vais pas pouvoir le laisser. Alors, et c'est ça le cours qu'on avait dit, que le socle de l'amour doit être le respect et la crainte. Ça c'est le socle. Mais l'amour et la crainte, au final, sont deux opposés. Donc l'amour ne peut pas amener à spécialement la crainte. Si tu as un amour pourri, donc tu vas détruire l'autre. Si tu as un amour avec une ADN de crainte, une ADN de respect, donc l'autre tu vas le faire évoluer. Mais ça ne change pas que l'amour et la crainte sont deux contraires. Je ne pense pas que l'amour peut amener la crainte. Si avec la rigueur, c'est l'individualité. C'est que des individualités, c'est avec la Pas mal. Parce que ça serait trop restrictif. Oui, mais n'empêche. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on prône l'amour plutôt que la crainte. Mais attends, on a bien dit que le socle, c'est la crainte de Dieu. Peut-être que c'est Ah, le socle, mais c'est pas ce qu'on va mettre en avant. je suis d'accord. Alors pourquoi on le met si peu en avant? Ouais. Parce qu'on l'a naturellement. Parce que, attention, quand vous regardez le Rambam, on a fait ça il y a longtemps, quand vous regardez le Rambam, Parce qu'on a la crainte. quand... Non, c'est parce que la crainte est issue c'est une sorte de contrainte. Quand on fait la chose, c'est pas une sorte de contrainte. Alors que l'autre, son opposé, c'est quand tu fais la mitzvah ou le truc, c'est un sens positif ou c'est une acceptation de la demande. C'est pas une retenue de l'acte. Pour valider un rachat, il faut de la bonté. Dans la retenue, c'est pas tu te retiens parce que tu as la crainte. Donc c'est un acte de retenue plus tard. Alors que de faire l'acte, c'est une acceptation de la demande d'Hachem où il doit accepter le... C'est pas mal, mais peut mieux faire. Non, oui, mais c'est pas mais de la retenue, pas dans l'acceptation. Non, vous imaginez que toute la Torah entière, elle nous parle chesed, amour aimer ton prochain comme toi-même, c'est klal gadol batorah. Combien on a sur l'amour d'Hachem, combien on a sur le chesed, combien on a de choses. Pourquoi? Peut-être qu'il est plus difficile d'aimer que de craindre. C'est un niveau au-dessus, non? C'est un niveau au-dessus. Parce qu'on est dans l'annulation de soi quand. Parce que la crainte, on l'a pas naturellement déjà. Quand on est n'a dans pas le besoin de dos. le répéter. Non, on a Moi, on peut ce que moi, la crainte, ça me fait peur. L'amour, c'est la même chose, c'est un autre début, l'amour. Yes. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. En vérité, Fait par crainte, mais pas peut-être par amour. en vérité, la réponse, vous aurez pu peut-être la trouver tout seul. On explique. En vérité, on va dire.
pas exactement de quelle manière je vais le prendre, l'histoire, mais on va y arriver. Alors, messieurs, on écoute. Parce qu'en vérité, concernant notre service de Dieu, lorsque tu fais un service de Dieu basé sur l'amour d'Hachem, il se passe quoi à l'intérieur de toi? Eh bien, un mouvement hyper simple, mais hyper important. Le mouvement de l'amour d'Hachem, c'est quoi? C'est tout simplement une expansion d'Hachem vers tout ton corps, vers tout ton être. C'est une énergie. Non, mais je répète. C'est une expansion d'Hachem à l'intérieur de toi. Là, c'est genre la continuité. C'est en fin de compte, quand ton service de Dieu il est basé sur l'amour d'Hachem, avant, t'es avec moi? Quand il est basé sur l'amour d'Hachem, c'est quoi la traduction? C'est qu'en fin de compte, étant donné que le principe de l'amour et du chesed, c'est l'expansion vers l'autre, par conséquent, l'amour d'Hachem, c'est quoi? C'est l'expansion du principe d'Hachem, en premier, vers moi, vers tout moi, en deuxième, vers moi et l'extérieur. Donc en vérité, l'amour d'Hachem, c'est expansion et expansion de Hachem vers l'intérieur de moi vers l'extérieur, voire vers le plus extérieur qui est possible. Tu nous le refais? On a dit que le mouvement d'amour, c'est le mouvement d'expansion. Expansion. Quel est l'objectif final d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi l'objectif final d'Akadosh Baruch Hu? C'est d'être partout, qu'on voit qu'il est partout. Oui ou non? Donc en fin de compte, le seul vrai directive qu'il pourrait y avoir pour n'importe quel Ben Israël, c'est quoi? L'expansion et faire connaître Hachem partout. Et faire connaître Hachem, donc faire étendre Hachem, ne peut venir que du chesed. Parce que le chesed, c'est l'expansion. Par conséquent, tout le service de Dieu d'un Yehudi doit être complètement centré sur un grand mouvement. C'est quoi le mouvement? Chesed. Chesed, expansion de moi vers l'extérieur. Il t'a cramé. Expansion de moi vers l'extérieur. La Gvura va m'aider à une seule chose, à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, m'aider à éviter ce qui n'est pas bien. Ça, c'est Gvura. Mais le reste de ma vie doit être complètement centré sur un seul et unique mouvement. Le mouvement d'expansion. Et peut-être on peut mieux comprendre le terme. Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé avec le Chesed. C'est-à-dire quoi avec le Chesed? De la même manière que quand Hachem il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est sorti de lui-même, il a créé une expansion vers l'extérieur. On est d'accord ou pas? Donc ça c'est le travail d'Hachem. Je suis sorti de moi-même, j'ai été dans mon coin, entre guillemets dans mon coin Hachem, je suis sorti de moi-même et j'ai fabriqué un univers qui se renouvelle et qui s'agrandit constamment. C'est peut-être pour ça que les nations du monde, qu'est-ce qu'ils disent? Les scientifiques ils disent, l'univers est en expansion continue. Peut-être que sans faire exprès, il répète ce qui a marqué dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde à chaque instant. Donc il est en expansion continue. Maintenant, c'est quoi la création du monde? Olam Chesed Ibané. À la base, le monde, il n'existait pas. C'est-à-dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Il est sorti de lui-même. Il a étendu sa propriété à l'infini. De la même manière, qu'est-ce que Hachem il veut? Il veut que son nom, il soit partout. Donc en fin de compte, comment toi, tu vas pouvoir développer que le nom d'Hachem, il soit partout? À travers l'expansion. Et c'est quoi l'expansion? L'expansion se reflète par deux choses. Première chose, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem que tu as va obligatoirement faire étendre Akadosh Baruch Hu dans ta vie de tous les jours. Et de la même manière, cet amour-là, il doit se traduire dans tous les domaines de ta vie. Et c'est quoi tous les autres domaines de ta vie? Un, l'amour d'Hachem. Cet amour d'Hachem-là, il va te demander à s'étendre à l'intérieur de ton cœur. Donc tu vas remplir ton cœur de l'amour d'Hachem. Et une fois que tu vas remplir ton cœur de l'amour d'Hachem, automatiquement, tu vas remplir ton corps de l'amour d'Hachem. Et une fois que ton corps entier soit rempli de l'amour d'Hachem, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas aller faire du chesed avec l'autre. Tu vas aimer l'autre, aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas faire du chesed. Tu vas aller prendre de l'argent qui est dans ta poche à toi. Et tu vas aller aider la personne qui en a le plus besoin. Lorsque quelqu'un il aura besoin d'un conseil, tu vas aller regarder l'autre, qu'est-ce qu'il a besoin. Lorsque quelqu'un il va rester dans son coin, tu vas pas le laisser dans son coin, Gvora, et toi tu restes dans ton coin. Individualité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te rapprocher vers l'autre. Et comme tu auras commencé par ton amour vers Akadosh Baruch Hu, donc cet amour-là, il va déborder sur toi-même, il va déborder sur l'autre, et de l'autre, il va encore déborder, etc., etc., etc. Ce qui voudrait dire, après je termine sur ça, et après si on a besoin, un truc. Ce qui voudrait dire que le chesed dans le Ham Israël, le chesed dans le peuple juif, n'est pas juste une constante, est censé être l'ADN de ton service de Dieu. Donc en vérité, normalement le chesed doit être la base de ton service de Dieu dans absolument tous les domaines. Respire, tu vas tuer. Alors, prends l'autre, elle t'appelle l'autre. Puis tout à l'heure, il est en train de réfléchir. Abraham, tu rates. Depuis tout à l'heure, tu es en train de réfléchir. Ok, je prends celle de droite, celle de gauche. Ah, ok. Chesed. C'est l'amour de la pizza. L'amour de la pizza. Alors tu fais comme ça, tu fais un sur l'autre. Alors, et donc, messieurs, ce qui veut dire par là, que peut-être on pourrait dire que la seule manière de servir Dieu, le mouvement général, doit être un mouvement de chesed. Sauf que, vous allez me dire, oui, mais on avait vu que le plus haut niveau, c'est Yira. Oui, mais peut-être que le plus haut niveau de Yira, c'est-à-dire quoi? C'est dans un autre mouvement. Mais le mouvement de Yira, ça voudrait dire aussi que tellement je sers à Kadosh Baruch Hu, que je m'étends à enseigner à la Torah aux autres, etc., etc., etc. Mais le vrai mouvement du service de Dieu, c'est le mouvement de chesed. Attends, une seconde, pardon. Et c'est pour cela. En fin de compte, il y a une autre manière de dire le mot Gvora, c'est le mot valider. C'est quoi le mot valider? C'est en fin de compte, quand quelqu'un il fait des choses, il y a un moment où il doit bien poser les choses pour ne pas... parce qu'il doit valider, ce qu'on appelle valider. En vérité, Gvora, c'est valider. Ça serait quoi Gvora dans une étude? Dans une étude, Gvora, t'écoutes, où tu viens, tu travailles le sujet. À un moment, il faut le noter. Il faut le cadrer, le truc. Parce que après tu vas dans tous les sens. Donc, en fin de compte, Gvora, ça serait uniquement un cadre au chesed. L'examen, un cadre au chesed. Ou un autre exemple, quelqu'un qui est trop chesed. Donc, il va donner de l'argent à quelqu'un qui achète des mauvaises substances. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mieux de se faire bouffer même quand on a chesed, mais c'est pas ça. Alors, c'est très rare quand quelqu'un il se fait bouffer quand il a trop de chesed. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un il va donner de l'argent à une personne qui va en faire mauvais usage, qu'est-ce qui va se passer? Il aura été trop chesed, c'est-à-dire sans valider qu'est-ce que je donne, à quoi je donne, pourquoi je donne. Donc, il a fait chesed sans le cadre. Donc, en vérité, le Gvora, ça serait uniquement un cadre. Et c'est quoi l'alliance du coup entre Yira et Gvora? On a dit, Yira, c'est la retenue, le cadre. Non, mais c'est Gvora, ça veut dire que c'est Gvora ou c'est le cadre? Oui. Donc, en vérité, c'est quoi Gvora? Yira et Gvora, c'est pareil? Ah, pardon. Yira, ouais. C'est la facette action de Gvora. C'est la facette action de Gvora. Comment on pourrait dire? Un exemple. Si je suis quelqu'un qui a beaucoup de chesed et que j'aime personne, donc en fin de compte, tu n'as pas du vrai chesed. Donc la facette action de chesed, c'est aimer l'autre, c'est tendre vers l'autre. Donc vis-à-vis d'Hachem, c'est quoi le chesed? C'est aimer Hachem. La facette action de Gvora,
Parce que Gvura, ça veut dire juste la rigueur. C'est quoi la facette action de Gvura? C'est Yira. En vérité, les deux, ils sont en mouvement. Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire bien le terme. Est-ce que c'est facette? Ou en vérité, c'est une autre facette. C'est le même point. C'est le même point. C'est le même point. Gvura et rigueur, pardon, Gvura et Yira et crainte, c'est le même mouvement. Un exemple, quand tu as peur de quelqu'un, tu as de la retenue, tu te retiens, tu es paralysé. Et c'est quoi la Gvura, la crainte d'Hachem? C'est la paralysie. On ne peut pas être Gvura en train de faire comme ça en rigolant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, c'est un mouvement d'expansion. Ok? Yes? Ouais, non, parce que la crainte, en fait, ça a une influence sur la rigueur et la rigueur sur la crainte aussi. Non, c'est pas une influence. C'est pas une influence. C'est la même facette. C'est la même facette. C'est la même facette. C'est exactement la même chose. J'ai pas en tête là comment je peux te traduire. Mais c'est la même facette. Rigueur et retenue. C'est la même chose. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi de la rigueur? C'est tu te retiens dans le cadre. C'est le contraire de s'étendre. Donc c'est la même chose, alors pourquoi c'est un nouveau terme en plus? C'est une facette. J'ai pas en tête comment je peux t'expliquer. Non, facette. Une facette, comment on pourrait traduire une facette? Dan, là tu peux m'aider là. Regarde. Mais pourquoi alors on parle de... Alors, regarde, physiquement, Abraham, physiquement je pourrais pas l'expliquer, mais peut-être qu'il y en a qui sont plus forts que moi. Le fer est un conducteur. Un conducteur d'électricité et de chauffage. Donc le fer est un conducteur. Je ne pourrais pas l'expliquer physiquement, mais le fait que ça soit un conducteur, c'est une des facettes de ces atomes, de ces trucs, de ces caractéristiques. Une des facettes. En fin de compte, c'est la même chose, sauf que là, tu en parles par rapport à la chaleur. Après, tu peux regarder par rapport à la froideur ou peu importe, tu vois. C'est une facette, c'est la même chose. Quand tu le regardes d'une certaine manière, ça s'appelle de la crainte. Quand tu le regardes d'une autre manière, ça s'appelle la retenue. Ok? Quand tu parles dans l'étude, ça s'appelle de la retenue. Quand tu parles par rapport à Hachem, ça s'appelle la crainte d'Hachem. Mais c'est la même chose sous une autre facette. Ok? De la même manière, l'amour, c'est l'expansion de moi-même vers l'autre. Ça, c'est l'amour. Et chesed, c'est l'expansion vers l'autre. Mais c'est pas dans le sens aimer, dans le sens parce que je l'aime, je lui donne. Etc. Mais c'est la même chose. Je n'ai pas en tête comment mieux expliquer le mot facette, mais c'est ça. Ok? Alors maintenant, on peut essayer maintenant de remettre le puzzle en même temps, entier. Maintenant, on a compris pourquoi Olam Chesed Ibané, le monde il a été créé par le Chesed. Maintenant, on a compris pourquoi le Chesed est tellement important dans la Torah et les mitzvot. On a compris pourquoi 4 fois par jour on répète Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Maintenant, on a compris pourquoi la tzedaka, c'est la chose qui sauve des choses problématiques. C'est ce qui nous amène à Mashiach, etc. Parce qu'en vérité, tous ces niveaux-là sont des facettes de l'expansion. Et en vérité, quel est l'objectif et quelle est la mission de chaque juif sur terre dans sa vie? Étendre la connaissance de Dieu, étendre la grandeur de Dieu, étendre et diffuser, étendre. Ce qui voudrait éventuellement dire, parce qu'on est obligé de terminer pour la Refoua Shlema, parce qu'on a été demandé Chesed, et c'est pour ça que je voulais tout expliquer ça, ce qui voudrait éventuellement dire qu'un juif qui ne vit pas à travers le chesed, il a un vrai problème de fond dans sa judaïté. C'est dur. Oui. Qu'est-ce que ça voudrait dire ne pas vivre dans le chesed? Et ça veut dire qu'il faudrait que, quoi qu'il, je retrouve une facette du chesed de manière importante à l'intérieur de ta vie. Ou bien tu es très généreux. Ou bien tu es très aimant. Ou bien tu influences beaucoup. Tout ça, c'est les mouvements de expansion. Ou bien tu vas aimer beaucoup ton prochain. Ou bien tu vas être généreux. Ou bien il faut retrouver une facette de chesed
à l'intérieur de ton service de Dieu. Et si je ne retrouve pas une facette de chesed, une des facettes du chesed à l'intérieur de ton service de Dieu, c'est qu'il y a un manquement dans ton service de Dieu. Pourquoi? Réfléchis. Comment quelque chose que tu répètes 4 fois par jour, comment autant de choses qu'on te demande de faire, de comprendre, autant de sentiments, comment ils ne t'imprègnent pas? Donc si ton service de Dieu est basé uniquement sur l'évitement, c'est que a priori, tu as raté une vraie case dans ton appréhension de la Torah. Il te manque un vrai bug. Tu as un vrai bug dans comprendre c'est quoi la Torah. Israël, il n'y a pas des pans, enfin des fractions du judaïsme, ou enfin dans le monde ashkénaze, des fois où ils sont très gvora justement, où ils sont contre eux. Ça répond pas. Ils ont raté un bug. Ils ont un bug. Ils ont un problème de bug. Quand tu vois que Rabbi Akiva il t'a dit que Ve'ahavta l'erecha kamo tu aimeras ton prochain comme toi-même, zeklal gadol batorah. C'est un grand principe de la Torah. C'est-à-dire que si maintenant c'est un grand principe de la Torah, si maintenant c'est un grand principe, c'est surtout les ashkénazes. Et on a déjà fait un shur dessus parce que les ashkénazes, eux, de parler mal sur n'importe quel juif, mais les Ashkénazes, eux, ils ont hérité de l'atmosphère, de la culture qu'il y avait dans les pays chrétiens. Et pourtant, des fois, ils sont refermés sur eux-mêmes. Et dans les pays chrétiens, l'atmosphère de base, c'est la peur de Dieu. Même pas la crainte, c'est la peur. La peur. On a fait peur, on fait peur à tout le monde, le jugement final. On avait parlé pendant les cours qu'on avait fait sur Yudvat. Et donc, en fin de compte, comme eux, ils ont hérité de cela, et c'est pour ça au passage que la chassidoute, elle est arrivée, elle a démarré dans les pays ashkénazes. Parce qu'en réalité, si la chassidoute, elle avait démarré dans les pays sfarades, ils auraient dit, mais à quoi vous nous servez? On n'aurait pas vu la particularité. Pourquoi? Parce que dans les pays sfarades, eux, ils avaient déjà la Kabbale, ils avaient déjà ça. Ils n'avaient pas vraiment cette crainte influencée par la culture totalement chrétienne. Ok? Chas v'shalom, Dieu préserve, pardon, à Kadosh Baruch Hu, si je dis des bêtises. Ok? Et donc, en fin de compte, tous les juifs, ils doivent travailler sur ça. Et donc, si maintenant, on pourrait facilement dire, de la même manière, alors maintenant j'ai une autre question, en vérité c'est la même question. Imaginons maintenant qu'un juif, il sert Dieu mais il n'aime pas Dieu. Il ne fait que craindre Dieu. Eh bien, il témoigne sur lui-même à faux 4 fois par jour. 2 fois le matin, 2 fois le soir, tu dis, tu aimeras ton Dieu. Mais en fin de compte, tu fais que le craindre. C'est-à-dire, tu ne fais que éviter de faire des bêtises. Mais tu n'es pas en train de te renouveler. Tu n'es pas en train de t'agrandir. Tu n'es pas en train d'influencer. Tu n'es pas en train d'aller parler avec une autre personne. Tu n'es pas en train de faire des choses d'expansion. Eh bien, tu as un vrai bug sur la matrice. Retourne truc d'usine. Comment on appelle ça? Retourne caractéristique d'usine. Ce point-là, c'est important, je vais réinsister. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en vérité, la base même de la création du monde, elle était faite sur le chesed. Le chesed et l'expansion qui allait vers l'autre. Et en fin de compte, au passage, toutes les relations humaines, c'est quoi? C'est quoi une relation humaine? C'est l'un vient vers l'autre. C'est pour ça que vous savez très bien que j'étais très énervé sur un truc qu'ils ont obligé pour séparer les gens. Vous savez très bien. Parce qu'en fin de compte, c'est tout le contraire de c'est quoi la société. Par contre, et en vérité, si vous regardez bien, même les animaux, les moutons et tous les trucs, messieurs, la seule raison, écoutez bien, la seule raison pourquoi ils restent ensemble, ce n'est pas pour partager des choses. C'est uniquement pour profiter chacun de l'autre, pour se protéger. C'est la seule raison pourquoi les gnous, ils restent ensemble. C'est pour ça que les bœufs, ils restent ensemble. C'est que pour ça. Il n'y a pas d'échange. Il y a même quasiment zéro. Alors que si vous regardez des fois les prédateurs,
alors des fois on voit un peu plus ça dans les lions, ils ont vraiment des mouvements d'affection, des trucs, c'est un peu bizarre ce chose-là. Ok? Mais, hein? C'est que les félins. Hein? Que les félins. Que les félins. Ok, je connais pas, j'ai comme ça. Messieurs, ce qui veut dire par là, c'est qu'en vérité, l'être humain de base, il a construit ce qu'il est que à travers l'échange, la volonté de s'étendre, la volonté d'aller au-delà, la volonté de... Ok? Au passage, une fois j'avais posé la question, quand est-ce que a commencé la mondialisation? Comment vous pouvez me répondre? Christophe Colomb. Le transport. Avec l'avion. Internet. Non, pas du tout. Le vélo. Le téléphone. Dis-moi. Tu voulais répondre quoi? Non, non, je ne vais pas rentrer, c'est trop polémique. Non, pas de complot. Vous voulez dire quoi? Non, mais avant, il s'est échangé avec c'est par rapport à une demande de produits qui manquent sur un territoire où on va faire un échange. Donc, ça existait depuis 6000 ans. Non, mais la mondialisation. Non, mais ça existe. Oui, mais tu n'es pas précis. J'aime pas ta réponse. Ou tu es plus précis ou je te explique. Messieurs, c'est simple. Ouais, pourquoi? La mondialisation, c'est une constante de l'être humain. Depuis tout le temps. C'est une constante de l'être humain. Bah, tout le temps. C'est une constante de l'être humain. Puisqu'en fin de compte, mais sauf que avant, c'était tellement compliqué C'était plus long. qu'on ne pouvait pas se mondialiser. Donc avant, mon terrain, messieurs, mon terrain, il faisait, je sais pas, 500 mètres carrés. Donc déjà, d'abord, il fallait que je prenne les 500 mètres carrés, que je les trucs, je les amène, je les vends. Et après, une fois que même pas que je les vends, je les échange. Donc, c'est pas possibilité de mondialisation. Une fois que petit à petit, les gens, ils ont commencé à employer des gens, etc. Après, rendement, on arrive à des choses, etc. Et après, c'est une constante absolue de l'humanité. La France a été fabriquée qu'à travers la mondialisation. Pourquoi? Au début, c'était plein de duchés, plein de dauphinés, plein de régions séparées. Et petit à petit, à travers certains rois qui ont fait des guerres et tout, etc., et à travers des manœuvres politiques, ils ont réussi à construire la France et le territoire français tel qu'il est aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays comme ça. Ah, mais quasiment tous les pays. Donc la mondialisation elle a toujours existé. Les Américains, Pour qu'il y ait une mondialisation, il faut qu'il y ait une monnaie reconnue. Oui, Ça, oui. c'est- Donc ça, c'est les c'est- outils pour se faire plus grand, les outils pour le faciliter. Mais ça ne change pas. C'est une constante Bah, même à humaine, l'époque- la même à mondialisation. l'époque du troc, Mais la il mondialisation. parle de, voilà ce que j'allais dire, la monnaie reconnue. Le troc ou l'or, ça a toujours été des monnaies. C'est qu'à travers la Non, parce que... mais quand ils voyageaient en bateau et tout Mais- machin, non. ils échangeaient, tu sais, la relation, Oui, c'est le mais, machin, c'est le mais parce que à l'époque, la mondialisation ne se faisait pas à travers la monnaie, se faisait à travers conquérir des territoires. Non, conquérir des territoires. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Les Grecs, ils ont hellénisé le monde. C'est le premier pays qui a amené une hégémonie culturelle, mondialisation. Toi, tu parles de mondialisation guerrière, mais. Non, parce qu'en fin de compte, le problème le terme mondialisation, pour nous, c'est un terme galvaudé. Mais le vrai terme mondialisation, c'est s'étendre à l'infini et englober l'autre. Les empires alors. Non, c'est englober l'autre. Et en fin de compte, messieurs, et donc par conséquent, messieurs, par conséquent, allez, Khevra, on termine, parce que là on termine le cours, bon Hachem. Messieurs, Dan, 2 minutes. Donc ce qui veut dire par là, qu'en vérité le mouvement de mondialisation, c'est un mouvement qui date de quand? Mais de tout temps, parce que Olam, Chesed, Ibane, le monde a été créé à travers le Chesed. Ce qui veut dire que le mouvement d'expansion est une constante de l'être humain. Qu'est-ce que les Bnei Israël ils doivent faire? Ils doivent faire ce mouvement d'expansion, non pas dans la malveillance et amener une hégémonie sur l'autre pour l'écraser l'autre. C'est tout le contraire. On doit amener le mouvement de l'expansion pour amener un bien dans le monde, pour amener la connaissance d'Hachem, etc., etc. Donc cela veut dire que chaque juif, il doit avoir comme mouvement important, voire principal à l'intérieur de lui, un mouvement absolu de expansion. Cette expansion-là, elle doit se faire sous plusieurs facettes. C'est vrai, les Avram, sous plusieurs facettes. Première facette,
expansion de Dieu dans mon cœur. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Deuxième facette, ve'ahavta alerecha kamocha, expansion de moi vers l'autre. Ensuite, générosité. Après, faire connaître Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que le vrai terme de chesed dans le Ham Israël, c'est pas uniquement un principe de chesed, de donation donnée, de la charité. C'est pas que ça chesed. En réalité, c'est même pas ça chesed. Chesed, c'est un mouvement perpétuel d'étendre et d'aller vers l'autre. L'autre, il a besoin de tzedaka. Tzedaka. L'autre, il a besoin d'un conseil. Conseil. L'autre, il a besoin de rien. Je lui explique un Dvar Torah. L'autre, il a besoin de choses, etc., etc. Une expansion. Hein? On a besoin de la Gvura alors dans le Chesed aussi. La Gvura est un cadre. La Gvura ne sert uniquement en tant que cadre. L'organisation pour le Chesed. Et bravo. Et uniquement. Bravo, pas mal. Bravo. Et T'as fait le tour. voilà. 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 Ok. Donc, messieurs, là, l'histoire, le cours est terminé. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant pour ce cours-là. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Si vous voulez qu'on répète un peu pour qu'on mieux, on peut autre chose. Si vous voulez partager entre vous. Mais en tout cas, messieurs. Et maintenant, vous comprenez. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi le rabbi a tellement insisté sur la tzedaka, il a tellement répété la tzedaka, il a tellement donné les dollars, il a tellement insisté sur la tzedaka. Pourquoi le rabbi, du mouvement du rabbi, il y a eu l'expansion de la chassidoute et l'expansion des enseignements. Et pourquoi le rabbi continue tout le temps à dire, tu connais Aleph, tu répètes Aleph, tu connais Bet, tu répètes Bet. Pourquoi le rabbi il pense toujours que Ve'ahavta l'erecha kamocha c'est tellement important et il le répète toute la journée? Pourquoi le rabbi répète tout ça toute la journée? Parce qu'en vérité, s'il te manque ça, s'il te manque cette brique à l'intérieur de ton service de Dieu, c'est comme si il te manquait le socle et en vérité, il te reste tout. Il te manque tout. Clair? Chassidut Chesed. Bravo, je vous le dis, en plus j'avais noté, dans les choses j'avais noté. Et c'est aussi pour cela qu'en vérité, un chassid c'est quoi? Un chassid c'est Aosé Lifnim Shratani, celui qui fait mieux. C'est ça le principe. Quand tu veux savoir c'est quoi le pshat d'un chassid, chassid, c'est Aosé Lifnim Shratani, il fait mieux que ce qu'on demande. C'est à quoi il fait mieux? Si il me demande A, je fais A et B. C'est ça un chassid. Il me demande A et B, je fais B et C, D, ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le mouvement constant de chesed, c'est parce que le mouvement constant de chesed, c'est l'expansion. Qu'est-ce qui a marqué lorsque Mashiach va venir, a marqué quoi? Umala haaretz dea et Hashem, kamaim la yam mechasim. La finalité, elle est que Kadosh Baruch Hu, la connaissance de Dieu va s'étendre sur la totalité de la création. Kamaim la yam mechasim. Comme l'eau, elle remplit et elle recouvre la totalité de la création. Donc en vérité, la finalité, c'est l'expansion du savoir et de la connaissance de Dieu partout dans le monde. Et nous, les bénis Israël, quel est notre job? Notre job, nous, on n'a pas été le peuple choisi pour rien. On a été le peuple choisi parce qu'on nous a donné la force. Comme on a dit la semaine dernière, Shabbat, etc., qu'en vérité, chaque notion qu'on ne travaille pas, c'est comme un muscle. Elle s'atrophie. Et comme des fois, nous, on oublie totalement quelle est notre réelle valeur et quel est notre objectif sur Terre. Et bien, notre objectif sur Terre, Olam Chesed Ibané. Et c'est quoi Chesed? Influencer, penser à l'autre, réfléchir, aimer Hachem, etc., etc., etc. Et tout le mouvement de notre Avodat Hachem, elle doit être basé sur ça. Et si maintenant tu rates ça, tu as raté une vraie case dans ton service de Dieu. Donc, en vérité, des fois, c'est compliqué parce que des fois, on est très, 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 très pris. Mais en vérité, on a tout simplement, une fois dans la semaine, je dois décider. 1 heure dans la semaine, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a des chèvres qui appellent juste avant TPML, ils appellent des autres copains pendant la semaine pour influencer, que ça peut être pour Shabbat. Pourquoi maintenant chacun de vous, il ne ramène pas une autre personne pour Shabbat? Que ça peut être pour Shabbat, que ça peut être pour l'étude de la Torah, que ça soit... Je connais Aleph Bet, j'appelle la Kadef, je renvoie à Aleph Bet. J'avais une question à vous poser concernant ce lien-là. Alors la question, elle est très méchante, mais c'est pas grave. J'avais une question à vous poser. J'espère pour vous, Yosef, j'espère pour vous, quand on envoie le Homer, chacun de vous le transmet à au moins une autre personne. Ah non, mais tu me dis ça au 40e jour, là. Tu me dis ça le premier jour. Vous imaginez? Il y a des fois, surtout dans les sujets de maintenant, il y a des fois des sujets que j'ai envie de partager, mais je ne peux pas me permettre de partager tous les sujets. J'ai les nerfs.
Mais des fois, pourquoi partager, même sur Facebook, même sur Internet, même dans Torah, ça coûte quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va le faire pour nous. Mais quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour toi, tu es en train de dire quoi au final? Quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour toi, tu es en train de dire quoi? Tu es en train d'enlever, tu es en train de désagréger, tu es en train de détériorer ta fibre de chesed. En vérité, si je pouvais me permettre, je pourrais dire, messieurs, si je pouvais me permettre, je pourrais dire, il y en a certains ici, ils se mettent à la porte pour accueillir les gens. Qu'en vérité, dès qu'on voit quelqu'un qui arrive, on devrait direct se lever pour savoir comment il va. Pourquoi? Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de ta chaise et tu vas voir l'autre. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on est censé être. On est censé être, en fin de compte, et le problème c'est quoi? Je vous avais déjà dit à un autre shiur, j'avais déjà dit que pourquoi il est totalement idiot d'embaucher des gens sur des CV. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? Pourquoi c'est tellement débile d'embaucher des gens sur les CV? Parce que les CV, par définition, il a un problème. Premier problème, le CV, il atteste de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il n'atteste pas de ce qu'il va faire à partir de maintenant. Donc déjà, débilisme total. Deuxièmement, un CV atteste sur ce qu'il fait 8 heures par jour. Mais il n'atteste pas de ce qu'il est les autres 2-8. Il est seulement sur 1-8 ce qu'il est. En fait, tu l'embauches pour le ce 1-8. Tu l'embauches pas pour savoir s'il fait le resto. Ouais, est-ce qu'il fait la vaisselle le soir? Est-ce qu'il fait les restos du cœur? Non. Pourquoi? Messieurs, un lion, il n'est pas lion 8 heures par jour. Il est lion 24-24, sauf que tu l'utilises 8 heures par jour. Un champion, messieurs, un champion, il n'est pas champion 8 heures par jour. Il est champion 24-24. Dans certains milieux, je crois que chez Apple, écoutez bien, chez Apple, écoutez bien le petit ridouche que je vais vous dire. Des fois, quand vous savez, avant messieurs, écoute, Avrom, écoute. Avant l'apocalypse de 2020, vous savez, pour la petite grippette et tout ça, avant l'apocalypse de 2020, Avrom, écoute. Donc, des fois, tu allais chez Apple Store, et des fois, tu voyais des mecs avec des tatouages. Tu te disais, mais comment les mecs ils peuvent être embauchés Bichlal? Ok? Et après, à un moment, j'ai parlé avec un des gars là-bas. Et le gars, il me raconte, il me montre sur un iPad ou il me montre je sais pas quoi. Ah, moi, j'ai une marque de vêtements. Je vends les vêtements le soir. Pas mal. Et attends, non. Et je lui demande, et ça les dérange pas chez Apple d'embaucher un gars qui a un autre travail ailleurs? Non. Ah, ils savent. Ils savent. Ils disent, c'est un truc en plus dans le CV. Et là, c'est logique. Je vais te dire pourquoi c'est logique. Parce que si tu es assez bon pour vendre, recède, expansion, tu es assez bon. Quand tu vas te retrouver chez Apple, tu vas aller vers l'autre. Tu vas peut-être lui vendre un autre accessoire, tu vas lui donner une sensation, une image. Si tu as un hobby, quand le soir, tu as du sport, etc., tu as un hobby, c'est quelqu'un de déjà animé. Donc quand tu arrives chez Apple, tu vois que des mecs animés. Chacun il est animé pour un autre truc. Et chacun il est animé. En fin de compte, tu n'as pas embauché sur des CV, mais tu as embauché sur des attitudes et sur des natures. Ce qui fait que lorsque maintenant tu arrives au magasin, tu crois que tous les mecs sont super animés. Mais en fin de compte, chacun il est animé par son truc à lui. Mais comme ils te parlent tous du même truc, donc toi, ton image à toi, c'est quoi? C'est que tu es animé, ils sont tous animés par Apple. Mais en vérité, c'est pas vrai, ils sont pas tous animés par Apple. Comme c'est des mecs animés de base. Quand ils te vendent le truc d'une manière animée. Dans un CV, il ne faut pas avoir l'expérience, la formation, il faut voir que les hobbies. Non, pas que les hobbies. Les attitudes. Les attitudes. Par exemple, dans les mecs, quand ils cherchent des champions, certains, la première chose qu'ils font, donc ils font une sélection, un tri, et lorsque le gars, donc il a dit, je suis un champion, donc je vais être embauché par vous. La première chose que le gars, le recruteur, il fait, non, il fait, mais d'après ce que vous me dites, je vois pas en quoi vous êtes un champion.
J'entends pas de champion dans votre bouche. Et là, vous avez deux sortes de gars. Le gars, il est déstabilisé, il dit bon, ok, excusez-moi, bon, ok, je. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait quoi? C'est vous qui connaissez rien. Moi, je suis pas un champion, je suis un champion. Et l'autre, il vient, il essaie de se vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le mec, il s'est fait un ennemi au recruteur. Maintenant, le recruteur, il s'est fait exploser la tête parce que l'autre, il a insulté. Il reçoit la lettre, monsieur, vous êtes embauché. Pourquoi? Parce que le recruteur, il a fait exprès de le bouger pour voir. Parce que lorsque tu vas en vente, tu dois absolument aller contre l'avis de celui à qui tu veux vendre. Tu dois le vendre quoi qu'il. Donc tu dois avoir cette fibre-là où tu vas imposer. Donc en fin de compte, tu cherches une attitude. Tu n'en as rien à fiche du CV. Tu cherches une attitude. De la même manière, à les havdil, dans les mitzvot, on ne cherche pas à pointer nos mitzvot. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une attitude. Quelle est l'attitude première dans Torah mitzvot? Tu vas aimer le matin, deux pilules le matin, deux pilules le soir. Une pilule de aimer, une deuxième pilule de aimer. Le soir, avant d'aller dormir, tu redis aimer et tu redis aimer. Pourquoi tu redis à chaque fois aimer? Parce qu'en vérité, c'est l'attitude de base. Olam, chesed, ibané. Le monde est écrit dans le chesed. Donc en vérité, le chesed fait partie des constantes et les mouvements de base. Je vous ai posé la question, quand est-ce que la mondialisation a commencé? Elle a commencé depuis la nuit des temps. Ok? Pourquoi la nuit des temps? Parce que c'est une constante. Olam, chesed, ibané. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu différent dans l'ordre de grandeur, mais quoi qu'il arrive, c'est le même mouvement. Donc absolument, nous, dans notre service de Dieu, le chesed, la charité, la bonté, l'amour de l'autre et l'expansion vers l'autre, dans tous les domaines, est une constante absolue que nous devons avoir dans notre service de Dieu. Radek. T'as regretté. Je peux lui faire un